sommes lundi. Une petite musique là quand même, tout en douceur pour bien entamer les choses. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, bien merci de choisir Live TV. C'est le Grand Talk. Je suis en compagnie de Monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice, comment ça allez-vous? Ça va bien et vous-même? Ça va, vous avez passé un bon week-end? Un très très bon week-end. Qu'est-ce que vous avez fait? Un week-end, j'étais à la maison, j'ai fait de la lecture. Oh, magnifique. Ouais. Si c'est Ça pas commence à indiscret, devenir- quel genre de lecture? Quel genre de lecture? Oui, pour adultes ou pour jeunesse ou... Oh non, j'ai lu la Bible. Oh, c'est magnifique. J'ai lu la Bible et j'ai lu un ouvrage du pasteur Mohamed Sanogo. Ah oui. Ouais, ça s'appelle Les 12 portes d'influence. J'ai également lu un autre ouvrage que je vous conseillerais hors antenne. D'accord, volontiers. Merci. Merci. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous, qu'avez-vous fait le week-end? Moi, je me suis juste reposé. Vous n'avez pas lu aussi? Non, je n'ai pas lu. Vous êtes reposé sans lire? Oui, sans lire, parce que il y a des moments où il faut se reposer. Il faut laisser le corps aller simplement. Ouais. Voilà, donc j'ai laissé mon corps aller pour pouvoir commencer la semaine en beauté et avec beaucoup de vigueur. Comme dit une chanson qu'on va écouter certainement par les bons soins de Thierry, c'est Profiter, une chanson de Jean-Michel Jean-Louis. C'est ça. Profiter. Ah, vous connaissez bien la chanson, je savais que je pouvais compter sur vous sur le plateau. Voilà. Je vous fais écouter le refrain, c'est une jolie chanson. Ouais. Profiter, voilà. Je pense, quand tu as commencé à dire profiter, je me suis dit, c'est profiter de la vie. Mais ça aussi, c'est une belle chanson. C'est une belle chanson de DJ Léo, quand DJ même. Léo. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire de cette chanson, c'est que j'ai une anecdote. Je suis arrivé à Koumassi, j'ai vu Profiter de la vie. Il y a un pas qui va avec, une choré qui va avec. Ouais. D'accord. Ok. Bon, j'ai le temps de faire venir Jessica pour son point du lundi. Je sais, Élisée, rassurez-vous. Jessica qu'on accueille maintenant pour son point du lundi comme tous les lundis. Profiter de la vie. Ça commence à être une habitude. Une tradition. Bonsoir Jessica, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais super bien. Et toi-même? Ça va très très bien. On sait que votre week-end, vous le mettez à profit pour écumer les bibliothèques. Vous lisez. Oui, vous ne faites que lire les week-ends. Et mais c'est pour très ce bien. week-end précisément, je n'ai pas lu. J'étais à Dabou pour une couverture d'un événement. Le dimanche, j'ai été en mode femme au foyer, lessive, ménage. Et vous avez lu? Non. J'ai pas lu. Vous savez le principe du présentateur vedette, quand il lit quelque chose, on dit oui, même s'il n'a pas raison. Vous avez lu, Jessica? Oui. Non, j'ai pas lu celui-là. Non, Brice a lu à votre place. Oui, ah oui, il a lu à ma place. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, nous sommes connectés en fait. Très bien. Je comprends. La dernière phrase a sauvé votre présence sur ce plateau. Heureusement pour moi. On va parler de permis de conduire, Jessica, avec vous. C'est tout à fait ça. J'espère que nos amis téléspectateurs vont bien et que leur semaine débute très bien. Vous le savez, le principe de mon point reste le même, une sélection de 2 points d'actualité très intéressants, juste pour votre bonheur. Et je démarre avec le tout premier, dès à présent, top 1 de ce soir. 43 permis de conduire suspendus en ce mois de janvier 2023. Le ministère des Transports entend intensifier la lutte contre les mauvais chauffeurs et 43 d'entre eux ont vu leur permis sanctionné. À l'occasion de la première session de la commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire qui s'est tenue le jeudi 26 janvier dernier, il s'agit pour la commission d'interpeller une fois de plus les chauffeurs indélicats au respect du code de la route afin de réduire au maximum de manière considérable le nombre d'accidents sur les routes. C'est une très très belle initiative. En tout cas, j'espère qu'à la fin de cette opération, mon grand frère chéri Daouda Koulibaly aura encore son permis. Je croise les doigts pour lui. Je t'aime, grand frère. Très bien. Moi aussi, je croise les doigts pour toi. Et je roule toujours très bien, t'inquiète pas. Merci de me La voiture rassurer. bleue vous a toujours transporté. Oui, toujours. Toujours. D'accord, Je ok. confirme. Ah, il y avait du placement de produits dans cette histoire. Voilà. Très bien. La deuxième information, c'est hors de chez nous. Et c'est bien cela, top 2 de ce soir. Ce samedi dernier, une jeune Ivoirienne de 14 ans, Awi Audrey,
a décroché la première place du tournoi Golf for Change au Ghana. Et c'est une très très belle initiative parce que cette dernière est allée représenter la Côte d'Ivoire de l'autre côté. À côté d'elle, on a un autre garçon, Kwaku Ulrich, de 11 ans, qui a aussi eu la deuxième place de ce même concours de golf. Bon, j'espère qu'il est temps pour nous de se mettre au golf. Brice, tu joues au golf, toi? Je joue au golf, effectivement. Ah oui, bon, tu vas m'apprendre alors? Il n'y a aucun problème. En attendant Ça sera qu'on avec démarre beaucoup de les cours. plaisir. Le club et tout ça, pour les trous, Oui. il n'y a aucun problème. Ce sera très fun. En attendant qu'on démarre les cours de golf, je vous souhaite une très très belle émission. Au plaisir de vous retrouver vendredi avec le même plaisir. Et puis, prenez soin de vous pour nous, surtout. Merci Jessica, bravo. Merci. Merci. Vous avez déjà vu l'entraîneur de golf? Oui, j'en ai croisé, oui, dans ma vie. Oui. Avec un positionnement particulier. C'est ça, toujours. Vous êtes un connaisseur. Élisée Boulugbo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très très bien. C'est cool. Votre week-end, vous, il Oui, était, toujours tranquille, hein, famille et puis église, il tranquille. était spirituel, il n'était pas spiritueux. Non, tranquille, Oui. famille, église, Famille, église. c'est ça. C'est bien, vous êtes un garçon modèle. Très très bien. Daouda, je vous ai promis une chanson Oui, je l'attends. De Écoute. pied ferme. et surtout d'oreilles dures. Ouais. C'est une très belle chanson. Très très belle chanson. Pour dire que même quand il n'y a pas l'argent, la vie a besoin de continuer. Il faut profiter de ces instants. Les années campus, C'est ça, c'est ça, c'est ça. les balles du jeudi. Exactement. Là où le DJ éteignait les lumières, il mettait de sa petite voix. À présent, la sélection Zouka. Ouais, tu te rappelles de ce moment? En plus d'avoir de beaux tubes, on avait un hiver qui était assez difficile, donc finalement, ça aidait lors de ces soirées quand même. Exactement. De bons souvenirs d'ailleurs. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, allez, on fait de temps en temps comme ça des petits moments de pédagogie musicaux. Non, le message, je trouve que le message il est pertinent. Hein. La vie, elle mérite d'être vécue. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours rose, mais elle mérite d'être vécue. Et pour ça, je pense qu'il faut que les uns et les autres se disent c'est toute la logique même de pouvoir peut-être changer les paradigmes et faire comprendre désormais que ce n'est pas juste le matériel qui fait la beauté de la vie, mais la beauté de la vie, c'est le fait même que la vie elle-même existe. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Vraiment, cette chanson même n'avait jamais été autant commentée. Franchement, quel commentaire qui accompagne. Jean-Michel Jean lui doit se dire, ouais, même moi, j'y avais pas pensé. Il allait dire en Kéwal. Ça qu'a dit en Kéwal, ça qu'a bien, ça qu'a marché. Ça a marché. Bah oui. Aussi, c'est un autre message. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu comme situation de suicide révélée, parce qu'il y a même des situations qui sont encore dans l'ombre, on a juste envie de demander aux uns aux autres d'aimer la vie. D'aimer la vie. La L'amour vie est pour très courte. Ouais, il faut aimer la vie. C'est ça. Aimer la vie. Il y a des moments difficiles, mais il faut aimer la vie. Bon, allez les amis, on va vous proposer la vidéo du jour. On avait promis vendredi de ne pas faire de commentaires concernant le match parce qu'on attendait quand même de faire un décryptage plus avancé. On avait le temps d'aller regarder, regarder le match, le regarder à nouveau. Bon, les éléphants sont de retour. Nos éléphants locaux qui... on va dire, se sont plutôt brillamment illustrés, enfin en tout cas se sont illustrés à la dernière édition du Chan. Ils sont de retour, on a les images de leur retour et après on va parler de ce Chan. Il faut qu'on en parle quand même. On a souhaité partager ces images-là pour dire ils sont partis quasiment en catimini. Ils sont rentrés avec les acclamations de quelques supporters. Et j'avoue que nos éléphants locaux, c'est un sentiment personnel. Pour la première fois, je vais donner le mien. C'est un sentiment personnel. C'est vrai qu'ils ne sont pas revenus avec un trophée, mais ils ont grandi dans mon cœur. Leur estime a grandi dans mon cœur. Non, effectivement, pour la première fois, parce que même au début de ce championnat, j'étais très dubitatif. J'avais même dit sur ce plateau qu'ils reviennent s'asseoir parce qu'on avait peur après la défaite 3-0 3-1 contre les Mourabitoun, le Mauritanie Tonkatié, chez Bouquet de Troyes. Abdou. Voilà, mais après, au cours de
du championnat. Je pense qu'ils ont montré un très beau visage, ce qui m'a même poussé à aller regarder la fin du match. Ça a été difficile pour moi, mais bon, j'avoue qu'ils ont très bien joué. En gros, ils sont tombés, pour moi, en tout cas, les armes à la main. Voilà. Globalement, un regard sur la participation des éléphants locaux à l'Intoussaint au CHAN. Oui, écoutez, je ne suis pas toujours d'accord pour qu'on célèbre la défaite, mais il faut avouer que les 2 derniers matchs de cette sélection que j'ai pu regarder m'a laissé quand même nourrir quelques espoirs. Et je pense qu'un certain nombre d'entre eux devraient jouer même dans la sélection principale, parce que l'inéquité au niveau du football ivoirien, c'est de faire la place seulement à ceux qui jouent à l'international, et ceux qui animent le football au niveau national sont quasiment oubliés au moment des grands événements. Donc, c'est quand même une équipe qui est en devenir. Je pense qu'elle mérite d'être soutenue. Il y a bien sûr des problèmes d'organisation, des ajustements à faire. L'expérience, évidemment. Mais je pense que la voie est toute tracée pour voir ces jeunes-là devenir des vrais vedettes de notre football. Ouais, je crois que nombreux sont les Ivoiriens qui aujourd'hui doivent être en train de se repentir d'avoir très vite enterré cette équipe-là. Juste après les matchs de préparation qui avaient déjà plus ou moins enterré cette équipe, nombreux, comme je le dis, doivent les Ivoiriens qui doivent être en train de se repentir parce que ce que cette équipe-là nous a présenté, en tout cas sur les 2 dernières sorties, notamment face à l'Ouganda et face au pays organisateur de l'Algérie, laisse entrevoir vraiment un avenir radieux. Moi, je pense qu'on vient de trouver un groupe qu'il faut vraiment encadrer, qu'il faut entourer d'une organisation pour que cette équipe-là puisse nous produire ou nous permettre de glaner des lauriers dans les années à venir. Et pourquoi pas même permettre de déjà entrevoir le remplacement au niveau même de l'équipe principale. Comme Alain le disait, je suis d'avis avec lui. Certains aujourd'hui, pour moi, méritent véritablement leur chance en équipe A. Je le dirais encore, notamment ce jeune homme au numéro 20, Outro, pour moi, je pense que c'est le meilleur attaquant sur la place actuellement, quoi, parce que ce qu'il m'a prouvé juste en quelques minutes de jeu m'a laissé entrevoir un attaquant d'avenir. Sankara, c'est pareil. Vraiment, en tout cas, c'est... Le gardien aussi. Oui, le gardien aussi, oui, folie. En tout cas, on a senti quand même qu'ils avaient de la valeur, contrairement à ce que tout le monde laissait entrevoir, qu'il n'y avait rien de bon, qu'ils étaient médiocres et autres. Mais vraiment, peut-être qu'aussi les avis, les réserves des uns et des autres... Non, étaient justifiées. Mais on peut même créer une forme de sursaut d'orgueil. C'est ce que je dis. Les réserves étaient justifiées parce qu'on on évalue une équipe sur quoi? Sur les résultats, sur la production sur le terrain. C'est sur ça qu'on évalue une équipe. Donc, si on va sur cette base-là, les réserves étaient justifiées parce que les résultats ne suivaient pas. Parce que le jeu produit n'était pas vraiment celui qui était escompté. Donc, c'est juste que les uns et les autres vraiment aient eu ces réserves. Mais dans la continuité, je peux dire qu'ils ont eu aussi un sursaut d'orgueil. Quelque part, les critiques leur sont parvenues et ils ont compris que non, on ne pouvait pas continuer sur cette lancée. Il fallait qu'il y ait ce sursaut d'orgueil. Et ce sursaut d'orgueil, on l'a eu malheureusement. Ce penalty assassin arrive pratiquement à la fin. Donc globalement, c'était... Je sais que vous avez envie de... Jason, le vendredi, il ne voulait pas parler. Voilà, il ne voulait pas parler. On a juste appuyé un petit bouton. Là, le petit tour, là, c'était concernant... Donc, là, ok, voilà. D'accord. Donc, je reviens alors. Le deuxième point, bravo aux éléphants. Le deuxième point lui concerne l'organisation globale du CHAN. On regarde un mot là-dessus. Moi, je dirais que je ne suis pas là-bas et je ne sais pas trop ce qui se passe aux alentours, mais pour déjà ce qu'on voit sur le terrain, moi, la fausse note pour moi, je le dirais, peut-être que les gens m'ont trouvé mauvais perdant, mais c'est l'arbitrage. Très bien. L'arbitrage était une catastrophe. On va revenir à l'arbitrage. Oui, l'arbitrage et puis le contexte. Le contexte déjà politique avec l'absence du Maroc. Et je trouve que là, les dirigeants, donc les acteurs politiques de notre continent n'ont pas réussi quand même à apaiser les tensions entre ces 2 pays quand même voisins, des pays frères, mais qui se disputent en raison d'une question liée au Sahara occidental. Sur l'arbitrage, d'accord, mais également sur la fréquentation des stades. Et ça, c'est le défi principal d'ailleurs qui, chaque fois, revient aux différents pays organisateurs de compétitions de football en Afrique. Voilà, quand l'équipe du pays organisateur ne joue pas, les stades sont quasiment vides. Et je pense que les organisateurs de la CAN 2023 en 24 en Côte d'Ivoire sauront trouver en tout cas les techniques pour permettre au stade d'être quand même assez plein. Ils ont des volontaires, des supporters volontaires. Oui, non, les supporters volontaires, mais ce ne sont pas eux qui rempliront les stades, parce que quand vous cumulez quand même, ce sont des dizaines de milliers de places qu'il falloir Après, il y aura la motivation, hein. Oui, bon, moi, pour me concernant, je vais dire, moi, je n'ai pas envie de faire le procès de l'arbitrage
surtout du match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Parce que, d'autant plus que dans un match, quand tu as une occasion nette de but et que tu n'as pas été capable de marquer ton but, franchement, tu ne peux pas venir après accuser l'arbitrage. Même si j'estime que si pour certains c'est mauvais, franchement, tu n'as pas marqué ton but. Donc, arrivé à un moment, il ne faut pas se plaindre. Il ne faudrait pas qu'on soit aussi mauvais perdant. Nos enfants ont bien joué. Ils sont tombés les armes à la main. Bravo à l'Algérie, bravo aux Ivoiriens. On avance. Non, alors Daouda, lui, il est tout de suite rentré dans le truc. J'attendais qu'il Non, finisse moi, pour je suis dire, pas- bon, je suis- Daouda, on était bon, allez, ça y est, c'est bon. Non, moi, je suis pas... On va je suis pas- parler non, je suis- de ce match je Côte suis pas d'Ivoire, d'avis avec, Algérie. On en parle, ce match qui a valu aux éléphants de revenir à la maison. Parlons-en de ce match. Ouais, moi, je ne suis pas d'avis avec Daouda quand il dit que quand on a des camps de but, il faut marquer. Oui, on a des camps de but, il faut marquer, mais l'arbitre est un acteur majeur et principal d'un match. Même si je n'ai pas marqué le but, que je n'ai pas encaissé, mais si je n'ai pas marqué que sur une erreur d'arbitrage, il me fait encaisser, mais c'est lui qui m'a éliminé. Donc, c'est pas- L'erreur d'arbitrage fait partie du football. Mais justement, ça fait partie du football, mais ça ne gâche pas le plaisir pour autant. Non, ça fait pas... voilà. Non, Est-ce non. que ce n'est pas cette question d'arbitrage justement, qui a été à la base d'une des brouilles avec l'Algérie? L'Algérie et le Cameroun, c'est bien ça. Non, Ah ouais. je vais dire, aujourd'hui, le football a évolué. Il y a la VAR qui existe et autres. Toute cette technologie qui a été mise à la disposition du football. Si l'arbitre et ses assesseurs qui sont en vidéo ont estimé qu'il y a faute, il y a faute. Point barre, on avance. On ne va pas s'attarder sur des erreurs comme ça, en fait. C'est ce que j'ai dit. Si, il y a erreur. Parce que pour moi, après, sincèrement, certains estiment qu'il n'y avait pas erreur. prenons le cas du match entre la France et l'Argentine, la finale. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs d'arbitrage? Si, mais Mbappé, quand il a eu son occasion, il ne l'a pas raté. Après, le tir au but, bon, De quoi tu me parles? Quand tu parles du match, match Argentine-France, mais on l'a tous regardé. Mais Mais attends, tu peux pas me comparer la prestation de l'arbitre Argentine-France à cette médiocre prestation. Non, pathétique je sais, prestation je de la sais, la passion, de- la comment on appelle ça, de- laisse- Voilà, laisse- tu peux pas comparer la prestation de l'arbitre du match France-Argentine finale à cette piètre prestation, médiocre prestation de l'arbitre mauritanien face à dans le match Côte d'Ivoire-Algérie. Non, c'est une insulte que tu fais même à l'arbitrage. On ne parle plus à Daouda. Donnez-nous votre Voilà, c'est une insulte de faire l'arbitrage. Non. Il y a eu même des erreurs, même les commentateurs qui, eux, n'ont absolument rien à voir avec nous. Mais attends, il y a une action où il a décollé des deux pieds. Nous, là, on n'est pas pratiquants de football, mais on connaît les règles du football. Deux pieds décollés au sol, c'est carton rouge, c'est un joueur. On l'a vu sur le match ici, il n'a rien de... Même le jeune, là, à la limite, le gars. Il y a eu tellement d'erreurs d'arbitrage. Non, attends, l'erreur d'arbitrage ça fait partie du jeu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas dénoncer. On dénonce. Après, vous êtes surpris quand on va à des compétitions comme le mondial où on n'arrive même pas à placer un seul arbitre même dans le dernier carré, un seul arbitre africain. Mais c'est normal quand on a de telles prestations. Quelle organisation mondiale, quelle FIFA va vous prendre pour arbitrer une compétition à un certain niveau? C'est pas possible. Perdant. Donc à ce niveau-là, il faut reconnaître qu'il y a du travail à faire. La CAF a du boulot sur la question de l'arbitrage. Parce que ce CHAN-là nous a montré les limites vraiment de l'arbitrage. Et c'est une réalité, il ne faut pas qu'on se voile la face. En fait, je veux dire, je comprends ton émotion, je comprends ta passion. Il y a eu mauvais arbitrage, qu'on le veuille ou non. Ça nous fait tous mal, à toi ou à moi. Mais malheureusement, je pars du principe que si notre attaquant avait véritablement marqué son but, on ne serait pas en train de faire ce débat. Mais de quel but tu parles? De quel but Mais là où le joueur était seul, je n'ai pas l'image, mais si au moment où l'attaquant était seul face au gardien, il avait 3 occasions, il avait 3 possibilités. Je vais vous accompagner dans votre raisonnement. Vas-y. Si l'attaquant ivoirien avait marqué, on ne serait pas en train de faire ce débat. C'était possible qu'on le fasse. Oui. S'il avait marqué et que les autres avaient marqué, ça ferait 1-1, on serait peut-être au tir au but, on aurait peut-être perdu. Mais Brice, Voilà. on était à la fin du match. Déjà, quand tu mets un but pratiquement à la fin du match, mais ça brise le moral de l'équipe. Donc, du coup, on aurait gagné. Je pense que nous sommes dans la supputation. Mais je pars du principe simplement que nous ne sommes pas mauvais perdants. Encourageons l'Algérie qui nous a battus. C'est pas grave. Non, c'est pas être mauvais perdant. C'est pas être mauvais perdant. Parce qu'on est en train de se comporter comme les Algériens. Non. C'est 15 secondes entre vous. C'est pas être mauvais perdant que de relever des erreurs d'arbitrage dans un match. Ça n'a rien d'être des mauvais perdants. Le commentateur qui commentait le match de la Côte d'Ivoire est français. L'autre est malien. Ils ont reconnu que l'arbitrage était mauvais. Ils n'ont rien d'Ivoirien, ils ne sont pas partisans. Donc, le reconnaître ne veut pas dire qu'on conteste les résultats. Non, le résultat, il est là. Justement, on met un arbitre là pour qu'on consolide les résultats. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de relever des erreurs d'arbitrage. Et ça, c'est pour attirer aussi l'attention de la CAF, pour que désormais, la CAF revoie un peu et élève le niveau des arbitres. Parce que le niveau auquel on assiste actuellement nous montre vraiment qu'il y a du boulot encore. Et ce n'est pas à ce prix-là qu'on va vraiment arbitrer une finale du mondial. Alain, tout ça. Bon, je pense que... Vous avez regardé le match, Alain?
Oui, bien sûr, les deux derniers matchs des éléphants, et notamment ce dernier match, je ne pense pas qu'on puisse comme ça juger un arbitrage sur un fait de jeu. Déjà, il y avait faute hein, quand on regarde les différents ralentis et quand on écoute les commentaires. Maintenant, le résultat d'un match, ce n'est pas à coup d'hypothèse qu'on le refait. Je veux dire, quand vous ratez une occasion de but, c'est une occasion ratée. Voilà, ratée. Si c'était un penalty, peut-être qu'on aurait pu commencer à supputer en disant, bon, effectivement, s'il avait marqué le penalty, mais dans l'action, on rate le jeu. Enfin, le but, ça fait partie du jeu. Maintenant, le propos d'Élysée sur les arbitres africains, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que si vous prenez le championnat de France, vous verrez des hommes en noir ou en jaune, comme on les appelle maintenant, qui ont aussi parfois un arbitrage scandaleux. Voilà. Oui, mais ces arbitres-là ne se retrouvent pas à une Coupe du Monde. Alain, ce qui nous permet de jauger la qualité de l'arbitrage d'un pays ou bien d'une fédération, c'est la présence à la haute compétition qu'est le mondial. À cette compétition, on a tous fait le débat ici la dernière fois. Nos arbitres n'ont même pas atteint le 8e de finale. On les a tous balayés après le premier tour. Oui, tous les arbitres qui étaient africains, on a trouvé que le niveau était bas. À moins qu'il y ait une théorie, à moins qu'Alain ait une théorie. Il y a 64 matchs à la Coupe du Monde. Oui. Et on a près de 180 pays dans le monde. Alors, si vous prenez 10 arbitres par pays, ça fait 1800 arbitres qui pourraient arbitrer un match de Coupe du Monde. Donc, je pense qu'en termes de probabilité, ce que vous dites ne tient pas. Effectivement, il y a des arbitres qui sont des arbitres de renom. Mais ce n'est pas parce qu'il y a très peu. Mais la renommée, ils l'ont eu comment? Non, mais attendez. Il n'y a pas, ce n'est pas parce que des arbitres africains ne seraient pas nombreux à la Coupe du Monde qu'on aurait un arbitrage spécifique aux Africains qui ne serait pas de qualité. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui, selon vous, Alain, pour aller dans votre développement, qu'est-ce qui, selon vous, justifierait qu'on n'ait pas beaucoup d'arbitres africains à la haute compétition? Mais écoutez, cela tient aussi à la représentativité de l'Afrique. Vous voyez, progressivement, on est passé d'un pays présent à la Coupe du Monde, ensuite à 2, à 4, et puis à 5, et puis bientôt à 9, je pense, à la prochaine édition. Donc, je pense que c'est le monde, comme on dit, des pays riches qui gèrent aujourd'hui le monde du football. Et les arbitres africains subissent le même type de sélection que nos clubs, enfin que nos pays lors de cette compétition. Donc je pense que progressivement, comme Élysée le souhaite, on aura peut-être demain 10, 15, 20 arbitres provenant d'Afrique, mais les choses se feront avec le temps. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont de mauvaise qualité parce qu'ils ne seraient pas surreprésentés à la Coupe du Monde. Élysée, vous avez une réponse à cela? L'Afrique n'a pas moins d'arbitres que l'Amérique latine. Vous pouvez aller vérifier pour le mondial. L'Afrique n'a pas moins d'arbitres qu'à l'Amérique latine. Mais celui qui a arbitré le dernier match, le match final, c'est qui? Ceux qui ont arbitré les demi-finales, c'est qui? Quand on a fait le bilan ici, la FIFA a sorti les résultats. À chaque fois qu'on a passé une étape, un tour, on faisait sortir les arbitres qui n'avaient pas le niveau, à ceux qui on avait constaté qu'ils n'avaient pas le niveau, et ceux qui avaient le niveau ont continué. Et nous, nos arbitres sont sortis au premier tour. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est la compétition aussi. Mais c'est ce que je dis, donc ils n'étaient pas au niveau. C'est ça. Nous, on a vu en 2014 ici, au Brésil, Doué Diaz, qui est un Ivoirien. Doué Diaz est arrivé jusqu'en demi-finale. Doué Diaz, après tous les tests qui ont été faits. Mais justement, ils avaient le niveau. Donc ça veut dire que comme les équipes n'est pas bon. Comme les équipes peuvent être nombreuses à participer, leur performance permettra qu'elles aillent plus loin. Donc ce n'est pas forcément lié au nombre, c'est lié à la qualité. À la qualité, c'est ce que je dis justement. C'est lié à la qualité. Il faut qu'on reconnaisse qu'au niveau de l'arbitrage, il y a du travail à faire à notre niveau. C'est une réalité, il ne faut pas qu'on se voit la face. Tous les arbitres sont concernés par ce besoin même ce mondial de faire mieux. Ce n'est pas particulier aux arbitres africains, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux arbitres africains. C'est tous les arbitres du monde entier. Donc, à un certain moment, je pense que, Élysée, je sais que tu souhaites que l'Afrique soit au sommet. Mais, à un moment donné, il faut reconnaître que les erreurs d'arbitrage, c'est tout ça qui fait la beauté du football. Voilà. On doit l'accepter. Mais c'est pas parce que ça fait qu'on n'en parle pas. Mais justement, c'est ça. Toi et moi, on est en phase. Mais justement, c'est pour ne plus revivre la même de Dieu qu'on a mis là-bas. Voilà, je te rappelle que c'est pour ne plus revivre la même de Dieu qu'on a mis là-bas. Malgré toute cette VAR, Élysée, malgré toute cette VAR, s'il y a encore des imperfections, à un moment donné, il faut enlever la VAR, finalement. Parce que finalement, l'arbitre, il n'a pas le don d'ubiquité, il ne peut pas tout voir. Donc, si la VAR... il a fait erreur. On ne dit pas qu'on ne fustige pas parce qu'il a... On dit qu'il a fait erreur, on présente les faits. Mais quand il y a une erreur, est-ce que la VAR ne peut pas revenir? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Mais c'est justement pourquoi on dit que c'est un souci d'arbitrage. Ils n'ont pas le niveau et tout, c'est ce qu'on dit. Petit commentaire pour finir le sujet. Ils ont été méchants. Ils ont été quand même un peu méchants.
Bon, allez, justement, rapidement, hein, vu qu'on est en train de parler de football, on va évoquer rapidement un point concernant notre CAN. C'est bien de faire les grands débats et de critiquer le CHAN. Parlons un peu de la CAN à venir. Eh bien, ce sont les critiques des internautes qui ont certainement porté fruit. Hein. L'ONS a dévoilé donc vendredi dernier les nouveaux sièges du banc de touche du stade de Boaké, suscitant ainsi donc la fierté, dit-on, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je regardais, j'étais fier, est-ce que vous avez vu les fameux bancs dévoilés par l'ONS? Ouais, on a vu ça, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'avoue que le premier banc qu'ils avaient envoyé, franchement, Ça faisait pitié. ça faisait pitié, ça faisait vraiment pitié. Mais ce banc qu'on a pu voir là, ça démontre qu'aujourd'hui, comme le disait le Premier ministre Patrick Rachi, la Côte d'Ivoire veut organiser la plus belle CAN de l'Afrique. Et je pense que toute l'Afrique nous regarde, le monde entier nous attend. Parce que de la manière les Ivoiriens, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses. Je pense que tout le monde nous regarde. Et je pense que c'est à juste titre que les internautes, les Ivoiriens, dans toute leur globalité, veulent qu'on ait des infrastructures à la pointe de la technologie. Je pense qu'on va y arriver. Je souhaite vraiment qu'on y arrive. La dernière fois, je pense que tu faisais le point d'avancement des travaux des différents stades. Voilà. J'espère bien que d'ici là, on aura fini. Le stade qui est encore en retard, je pense que c'est le stade Félix Houphouët-Boigny qui est un peu encore en retard. Sinon, pour le reste, c'est très avancé. Alain et Élisée, pour terminer sur le sujet. Non, je n'ai pas suivi l'épisode des bancs, mais bon, s'ils sont bien, ben, tant mieux. Voilà, je ne sais pas, si on n'a pas autre chose à évaluer pour les préparatifs de la CAN, je pense qu'il faudra aller voir l'état d'avancement des nouveaux hôtels à Korogo, à San Pedro, à Yamoussoukro, etc. Ça me paraît quand même plus important que... Les bancs. Voilà, on pourrait même mettre des sièges. Nos sièges, ils sont très beaux pour les joueurs. Voilà. Mais on est toujours dans des choses anecdotiques, quoi. Pour moi, c'est vraiment pas ça l'essentiel pour les préparatifs de la CAN. Élisée? Bon, moi, je dirais pas forcément que ce n'est pas ça l'essentiel, mais je peut-être dirais qu'il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que le fait déjà que la présentation s'est bien ajustée, cet engouement, ou bien que des critiques aient poussé les uns et les autres à faire sortir ce banc, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste des populations de savoir à quel niveau de la préparation nous sommes. C'est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire où nous en sommes avec les préparatifs, comment vont les différents stades, les travaux de construction, au niveau des différents stades, on est à quel niveau, comment évoluent les réceptifs hôteliers, comment évoluent les villas d'hôtes. En tout cas, tous ces éléments-là, je pense, doivent faire désormais l'objet de communication. On doit pouvoir vraiment informer la population. Parce que moi, je reste pertinemment convaincu que ce peuple ivoirien qui est là, c'est un peu féru du football. Il est capable de remplir tous les stades à tous les matchs, mais il faut qu'il se rassure qu'il est important pour lui d'y aller, ou bien qu'il se rassure que ça ne sera pas vain en fait. Ça ne sera pas un sacrifice vain et qui a été fait de vouloir organiser la CAN et puis après se retrouver encore à demander des reports supplémentaires ou bien à demander qu'on revoie comme ça a été fait dans d'autres pays. Donc vraiment aujourd'hui, c'est de communiquer. Je pense que l'ONS doit pouvoir de plus en plus nous dire à quel niveau nous sommes, au niveau des infrastructures, au niveau des réceptifs hôteliers, en tout cas tout ce qui rentre dans le cadre de la fête, mais qu'on nous dise même la mobilisation des personnes. Bien sûr. La mobilisation des personnes, vraiment il faut qu'on nous dise aujourd'hui qu'est-ce qui est fait à ce niveau. C'est vraiment important. Ça, pour moi, c'est l'expression des Ivoiriens, cette soif-là d'avoir de l'information qui a fait qu'il y a eu cette levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Très bien. Bon, très bien. Bon, pas suffisant. Ouais, peut-être des tabourets si on veut, mais bon. Des hôtels bon, d'abord et des villas pour Mais les bon, autres. après, il y a aussi les Ivoiriens qui sont très vigilants sur cette question de CAN, d'avance. Oui. Oui, parce que C'est l'État une question qui a nous tient. investi Ouais. beaucoup d'argent pour accueillir cet événement. Il y va aussi du prestige de notre pays. Et je pense qu'on ne peut pas, comme ça, attendre chaque fois à la dernière minute pour aller faire des évaluations, dire qu'il y a telle ou telle chose qui aurait pu être entamée ou engagée qui n'a pas été réalisée. Il y avait la pense sortie que- des vestiaires là, à un moment donné, vous vous en souvenez, qui avait été critiquée C'est ça, également. c'est Maintenant, au-delà de ça, il faut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière CAN au Cameroun, il y a eu une grosse joute verbale au niveau du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'eux aussi nous attendent et les Ivoiriens ont tellement parlé qu'aujourd'hui, ils souhaitent sincèrement que la CAN soit meilleure pour pouvoir mieux s'exprimer sur la question d'infrastructures et autres entre le Cameroun. Je pense que cette guéguerre, c'est bon enfant, hein. C'est vraiment bon enfant. Je pense que ça va pousser, ça va fouetter l'orgueil des uns et des autres. Je pense que c'est ce qui fait... Le petit commentaire qui accompagne cette information sera « On va le loger ». Voilà, c'est tout. Non, je pense qu'ils seront très bien logés. Ils seront logés. Très bien logés.
la phrase, c'est ils seront logés. Voilà, très bien, c'est vous qui avez le choix des superlatifs, mais on dit ils seront logés. Toujours un petit commentaire qui accompagne maintenant les infos. Bon, bonne nouvelle, hein, c'est le trophée d'1 million d'abonnés, donc YouTube pour Arafat. Le trophée a été reçu donc, par ses enfants. C'est une belle reconnaissance. Oui, c'est une très belle reconnaissance dans la mesure où ça démontre qu'un artiste il ne meurt jamais. Malgré le départ d'Arafat, son compte YouTube continue toujours de glaner du monde. Et les gens continuent toujours à écouter. Et je pense que c'est à juste titre que YouTube France a décidé d'offrir ce trophée-là à ses enfants, sûrement en hommage à tout ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne et africaine. Le seul bémol pour moi, c'est que Arafat, de son vivant, a toujours souhaité avoir un disque d'or. Malheureusement, de son vivant, je ne sais pas s'il a encore il a eu le disque d'or ou pas, mais c'est le seul bémol de l'histoire en fait. C'est une bonne nouvelle en tout cas, Voilà. hein, qui puisse, Élisée, Alain, donc on a fait le tour sur la question. On va dire juste bravo aux performances. Les artistes, dit-on, ne meurent jamais, hein, parce qu'ils ont des œuvres qui demeurent éternelles, même après son départ. Eh bien, le Daichi reste pour toujours dans nos cœurs et continue de performer. Sans. Ben voilà, donc ça c'est la bonne pensée hein, pour le Daichi. Après, Maman Tina, on lui fait un coucou à Maman Tina. Voilà. Qui a présenté l'album au Roi 12-12, hein, C'est le cas de le dire. bien sûr, Sur la demande, de Arafat. voilà. On va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux. On reçoit vos différents messages. Merci pour les messages. Ça suscite les débats et c'est un peu l'objectif recherché, que les points qu'on aborde avec l'avis de nos chroniqueurs puissent provoquer donc des réflexions, susciter des débats. Je vous vois à la maison, et bien c'est ce qui se produit. On en est très très fiers. Les amis, nous évoquons à présent des nouvelles. Nous avons eu des nouvelles de trois des... Parce que finalement, c'est 3 des 4 maintenant. En tout cas, de 3 grands leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons eu ce week-end des nouvelles de Pascal Affi-N'Guessan, du Front populaire ivoirien, qui a annoncé une possible, mais très très probable même, alliance avec le RHDP. Nous avons également eu des nouvelles du président Rikonan Bédié, donc en plus de celle du président Pascal Affi-N'Guessan, du président Rikonan Bédié, qui évoquait la question d'alliance stratégique. Et enfin, des nouvelles du président Laurent Gbagbo, en visite à Bayota, qui a tout de même pu effectuer cette visite, malgré les affiches déchirées. Par le vent. Je ne dirais pas ça, par les affiches déchirées. Voilà, je m'arrête Non, là. je pense à Isabelle. Arrêtez, elle n'est pas sur le plateau, vous ne parlez pas d'elle. Donc les affiches déchirées a réussi à se rendre à Bayota. Il a un peu fait comme à son habitude. C'est un exercice commun connu du président Laurent Gbagbo, un petit tour donc, de certains points, des questions d'actualité. En tout cas, il y a du mouvement au niveau de la scène politique, Alain Toussaint. Oui, alors au sujet de la visite du président Gbagbo à Bayota, il est allé rendre une visite familiale à ses parents du canton de Nekedi, voilà, qui est le groupe un peu plus d'une douzaine de villages. Donc il les a entretenus de la situation politique, notamment internationale, en évoquant la situation au Mali et au Burkina Faso. Comme je fais l'habitude, regarde sur la forme de la visite, tout s'est bien déroulé, pas eu d'incident, le président Gbagbo a pu effectuer sa visite dans le calme et la sérénité. Oui, d'après les comptes rendus que j'ai pu lire, hein, bon, c'était chez moi, mais malheureusement, je n'étais pas disponible ce week-end pour aller le saluer. Quel également. genre de fils? Oui, vraiment. D'autant qu'il a évoqué mes parents et mon aïeux, enfin mon grand-père également dans son propos. Oui, il a été très bien accueilli, tout s'est passé dans le calme, dans la ferveur quand même, pour ces populations qui étaient toutes heureuses de retrouver leur fils.
Et à l'occasion, on a entendu sa compagne, sa petite femme, Nandi Bamba, prendre également la parole. Hein. C'est la première fois que je la vois s'exprimer comme ça. C'est ce que je m'apprête à demander. Est-ce que c'est courant de la voir comme ça prendre la parole? Je pense pas. En tout cas, pour ce que je sais, c'est la première prise de parole publique. En plus, dans le canton Nekedi. Voilà. Très bien. Toujours sur la forme, Élisée, vous avez des points? Non, sur la forme, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Gbagbo va communier avec ses parents du canton, comme il a dit, Nekedi, du département de Bayota. Donc pour moi, je crois que c'est l'ordre normal des choses. Hein. On a vu, il n'y a pas eu d'incident. Je crois que c'était une communion entre un fils qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui est passé certainement par des épreuves et des situations difficiles. Donc il revient vers ses parents. Bien évidemment, comme on sait le faire en Afrique, c'est de lui réserver un accueil chaleureux et puis essayer plus ou moins de lui apporter tout le soutien et l'encouragement qu'il mérite. Donc, dans la forme, je n'ai vraiment pas d'observation particulière. Moi, j'avoue que j'avais quelques réserves après ce qu'on a vécu sur l'épisode des affiches. Mais en tout cas, moi, je suis très, très heureux que cette visite-là ait pu se dérouler. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on a envie de voir, où tout le monde peut parler, partager ses idées, où il veut. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative déjà qu'il soit allé voir ses parents. Il ne s'est rien passé. C'est pour cette raison que, justement, quand on parlait de l'histoire des affiches, pour moi, j'estimais que c'était juste quelque chose qui arrive. Les affiches de tout le monde se déchirent, en fait. Finalement, on a vu qu'il a effectué sa visite, il a communié avec ses parents. Tout s'est vraiment passé Très bien. comme on le souhaitait. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on souhaite pour toutes les années à venir, en tout cas. Très bien. Des points ont été évoqués, hein, Alain Toussaint, donc, au cours de cette visite à Bayota, sur le plan de la politique nationale. Oui, sur le plan de la politique nationale, il a parlé, de manière allusive, de la nécessité de regarder vers l'avenir et de pardonner, tout en n'oubliant pas, c'est-à-dire donc le devoir de mémoire, mais qui ne nous absout pas de l'exigence quand même de pardon et de réconciliation. Donc je pense que c'est un propos quand même assez important, surtout qu'il a dirigé le pays pendant une décennie, a connu la guerre, a été enfermé, emprisonné, et cette région du canton Nekedi aussi a subi pas mal de désordres de type politico-militaire avec des événements les plus récents en tout cas, en octobre-novembre dernier, 2020 à Teiri, où des villageois ont subi la violence. Voilà, il y a eu des affrontements entre villageois qui ont fait des morts et avec pas mal de dégâts matériels également signalés. Donc c'était important pour lui en tant que figure de proue, figure emblématique de cette région, de tenir un message d'apaisement à l'attention de... Un message d'apaisement, un morceau choisi du discours du président Laurent Gbagbo. Chers parents, soyons en fête, mais n'oublions pas les passés douloureux. Surtout, ne faisons pas de mauvaises analyses. Certains disent, oui, c'est les Dioula contre les BT. Ce n'est pas vrai. Moi, ma femme est Dioula. J'ai des amis que je ne citerai pas ici qui sont Dioula. La politique en Côte d'Ivoire crée des combats. Ces combats ne sont pas une ethnie contre une autre. Ce sont des combats entre partis politiques et un autre. Mais ces partis, il y a des ethnies. Moi, je viens saluer un ami quand je faisais le tour. Il est Dioula, mais c'est mon ami. J'avais de grands amis comme ça. Lui et l'autre qui était à Roi-Gaillot, mes amitiés se forgent. Elles peuvent se perdre, mais elles se forgent. Oui, c'est un point important parce que dans chaque famille ivoirienne, on a toujours, j'allais dire, son allogène. On a, dans une famille BT, on a toujours un Dioula auquel on est connecté. Chez les Baoulés, on a un BT, voilà, etc. Donc, mais c'est ainsi qu'est constituée la Côte d'Ivoire. Et je veux dire, chacun pourra ici raconter peut-être son histoire personnelle. On découvrira qu'on a des parents, des alliés, etc. Moi, j'avais une tante qui s'appelait Karidia, qui était originaire de Séguéla, mais qui était l'une des demi-sœurs de ma mère. Donc, je veux dire, si on veut faire la guerre civile, on ne saura pas par où commencer, vous voyez. Donc, le propos qu'il tient, c'est un propos tout à fait responsable, d'autant que pendant longtemps, il a été reproché au président Gbagbo d'être xénophobe, d'être tribaliste, etc., ce qui n'est absolument pas proche de la réalité. Voilà, donc je pense que c'était aussi important de tenir ce discours à ses parents dans une localité, Bayota notamment, où il y a quand même plusieurs milliers de ressortissants, enfin d'Ivoiriens, qui sont originaires d'autres régions du pays. Très bien. Élisée ?
Ok, bon, je pense que je ne vais pas revenir sur ça. Pour moi, c'est toujours bon de le répéter, hein. La politique ivoirienne doit sortir vraiment des relents ethnicistes et ethniques et vraiment aller plutôt sur la question de fond, parce que les Ivoiriens ont les problèmes en commun. Il n'y a pas de problème pour les Djoula, il n'y a pas de problème pour les Bété, il n'y a pas de problème pour les Baoulés. Le problème des Ivoiriens, c'est le problème des Ivoiriens. C'est la même chose qu'on subit au quotidien et nos policiers doivent comprendre ça et plutôt apporter des solutions que de toujours voilà, prendre la voie de l'ethnie et tout ça pour essayer de diviser les Ivoiriens. C'est déjà bien qu'ils le rappellent. Moi, en tout cas, je ne trouve pas d'inconvénient à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas si je peux continuer sur la question en international. Exactement, à l'international, Voilà, c'est le deuxième point. Par contre, sur la question en international, moi, personnellement, je trouve que le discours il était pour moi simplement démagogique. Et franchement, je n'ai pas reconnu Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme de principe. Gbagbo a toujours dit ici qu'il est contre les coups d'État. Il n'y a pas de coup d'État qui soit justifié pour moi. Ça n'explique rien. On est un homme de principe ou on ne l'est pas. On est contre quelque chose ou on n'est pas contre la chose. On n'est pas contre quelque chose quand ça ne nous arrange pas. Et quand ça nous arrange, on applaudit. Non. Vous avez eu l'impression que dans les propos du président Laurent Gbagbo, il a littéralement justifié les coups d'État au Mali et au Burkina. Littéralement, ça c'est même pas, c'est très clair, on le lit ici. Alors, on peut le voir facilement ici. Pourquoi, il le dit par exemple, pourquoi Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont venus au pouvoir et ils sont acclamés. Il faut étudier ça. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre les djihadistes et ils le font bien. Ibrahim Traoré n'est même plus à son bureau, il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CEDEAO fasse un communiqué, leur donne des ordres méchants, les oblige à faire des élections, comme ça pourrait régler des questions de djihadistes, je propose à la CEDEAO de créer une brigade anti-djihadiste comprenant des militaires de tous les pays de la CEDEAO. Cette brigade se mettra en mouvement contre le djihadisme. Non. Je dis également, je crois qu'il y a une séquence dans le discours où le président Laurent Gbagbo réaffirme son opposition au coup d'État. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà ce qu'il dit. Il a même poursuivi le discours, il a parlé même du troisième mandat. Il a dit qu'il y a le coup d'État civil, c'est ce que lui il appelle les coups d'État civils. Ça veut dire où les constitutions disent qu'il y a 2 mandats et on modifie la constitution pour faire un troisième mandat, qui lui, il le met pratiquement sur le même pied d'égalité que les coups d'État militaires. Parce que je lis la phrase que je ne retrouvais pas, c'était moi-même, je suis contre les coups d'État militaires et civils. Oui, mais je suis contre, mais poursuis la phrase. Est-ce que c'est par là qu'il s'arrête? Mais attention, il ne faut pas que ceux qui font le coup d'État civil fusillent ceux qui font le coup d'État militaire. Alors, je pense car que... je vais finir. Car ils sont les mêmes. J'ai fait le tour de la phrase. Donc, pour moi, j'estime pour ma part que c'est pratiquement un soutien à peine voilé. Ce n'est pas normal. Le principe, pour moi, le principe surtout d'un démocrate, pour un démocrate, c'est de condamner la prise du pouvoir par autre manière que les élections, les urnes. Ça, il n'y a pas de débat dedans. Que 50 000 personnes soient sorties dans les rues pour applaudir un régime qui soit venu par un coup d'État et qu'on dise que les populations les soutiennent, mais je suis désolé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous dire exactement combien de Maliens étaient dans les rues pour soutenir le coup d'État de Ibrahim Traoré? Et quand on dit aujourd'hui qu'ils le font si bien, pardon, je termine par ça, quand il le dit par exemple, ils le font si bien, ils sont venus pour lutter contre ils le font si bien. Aujourd'hui, quel élément factuel on dispose pour dire qu'ils le font si bien? Après 2 ans et demi de la junte militaire au Mali, on a les résultats ou on en est arrivé avec la lutte contre le djihadisme? Au Mali, au Burkina aujourd'hui, où nous en sommes avec la lutte contre le djihadisme? Il faut arrêter. Merci. Alain, vous avez la parole. Je voulais quand même rappeler à Élysée qu'il y en a qui sont restés 10 ans sans résultat probant. Donc celui qui est là. Mais c'est pourquoi vous avez venu les balayer pour être là. Donc après 2 ans, moi je suis aussi en droit. Je suis en droit aussi. Pas à cette opération. Donc ok, ils sont venus les balayer. Vous avez lu le discours du président Gbagbo, vous l'avez entendu, mais je pense que vous ne l'avez pas compris. Non, vous avez une interprétation, attention. Voilà, il a compris, il a une interprétation. Voilà. Il en avait une autre. Parce que je pense que c'est un Français qui s'exprimait, à moins qu'il ait parlé peut-être embêté. Sinon, en français, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Le président Gbagbo a parlé des coups d'État militaires qu'il a dénoncés, qu'il a condamnés. Mais il a fait une analyse. Analyser un phénomène, ce n'est pas soutenir ce phénomène-là. Il a donné des explications. Il a fait de la pédagogie pour dire que quand des civils sont au pouvoir, ils outrepassent leurs droits, malmènent les constitutions, ce qui peut provoquer le soulèvement de l'armée qui opère un coup d'État. Moi je l'ai dit souvent ici sur le plateau, ça ne veut pas dire que je soutiens les changements de pouvoir par les armes. Ce qu'il a dit également, qui est quand même important, et parce que la finalité c'est quoi? C'est la prise du pouvoir. Que ce soit par un coup d'État constitutionnel ou militaire, pour moi, c'est la finalité qui importe. Voilà. Donc, on peut bien les mettre sur la même balance. Quand on a des constitutions, il faut les respecter. Et la faiblesse de notre continent, l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, c'est d'avoir des États dont les constitutions
sont quasiment comme des châteaux de sable qui sont modifiés, tripatouillés au gré des volontés de ceux qui gouvernent. C'est quand même, je dis, un point de vue qui est conforme à la réalité. Quand vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire, en 2020, ce qui s'est passé, qui a provoqué des troubles au moment des élections, quand vous prenez le cas du Mali, IBK, avec le tripatouillage constitutionnel qui a provoqué d'ailleurs le coup d'État également, je parle de celui qui l'a fait partir. Quand vous prenez le Togo, qui a connu cela sous l'ère Eyadema, il y a d'autres pays également qui ont connu ce genre de manipulation constitutionnelle qui malheureusement ont provoqué des troubles dans les pays. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je peux réagir. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Élisée, mais comme Alain a la parole, je vais, vu qu'il évoque des questions d'analyse, comment vous analysez les propos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il dit « Je suis contre les coups d'État militaires et civils, mais attention, il ne faut pas que les coups d'État civils fustigent ceux qui font les coups d'État militaires, car ils sont les mêmes. » Oui, c'est ce que je vous disais tout Mais à l'heure. Alain a dit tout de suite, ils disent sur le même pied d'égalité. La nature de la prise de pouvoir, la finalité, c'est quoi? Quand on opère une modification de la Constitution. Donc vous trouvez qu'ils sont un peu, ils sont pas du tout légitimes, par exemple, à critiquer ceux qui ont fait le coup d'État militaire? Mais c'est justement le chameau qui se moque de la bosse du... Enfin, le dromadaire qui se moque de la bosse du chameau. Non, mais je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Il va vous donner la parole, c'est lui qui la distribue. J'estime que quand on a des principes, il faut s'y attacher. Et que le double standard... C'est ce qui m'étonne justement. Non, mais je vais terminer. Le double standard... Je vous promets dans 5 secondes. Le double standard ne devrait même pas prévaloir quand on dit qu'on est homme d'État. C'est-à-dire on condamne le coup d'État, on doit condamner toute manipulation de la Constitution. Maintenant, excusez-moi, Laurent Gbagbo, parce que quand même je vais rétablir la chose, mais quand lui-même il s'attaque à la Constitution, à Pretoria pour rendre l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara éligible, c'est aussi du tripatouillage, parce qu'il a pris une ordonnance qui permettait de modifier les dispositions de la Constitution. Le président Houphouët l'a fait également. Le président Bédié l'a fait pour empêcher l'actuel président Ouattara d'être candidat. Donc, je veux dire, c'est un esprit, ce sont des principes auxquels il faut être attaché. Quand on se dote de textes, quand on se dote de lois, il faut les respecter. Allez d'abord. D'accord, ok. Alain a dit quelque chose qui m'a fait en tout cas sourire un peu. Il a parlé de principe. Moi, je pense quand on est un homme de principe, on est un homme de principe. On n'est pas un principe. Le principe, là, ce n'est pas à géométrie variable. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où on a peut-être affaire en face de nous un opposant qui est en difficulté parce qu'il y a une situation et puis on trouve que non, ce principe-là doit être dévoyé. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Je suis bien intéressé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on veut nous faire dire que le fait que des personnes armées viennent attaquer le régime de Laurent Gbagbo en 2000, ils avaient justement raison de le faire parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont justifié, Merci. ils l'ont expliqué. Ils ont dit pourquoi ils ont pris les armes et ils sont venus attaquer le régime. Mais on a tous condamné ici cette prise d'armes, cette manière de vouloir prendre le pouvoir. Élysée, vraiment tous? On l'a tous condamné. Tous condamnés en Côte d'Ivoire? Moi, je parle pour moi. Voilà, moi, je l'ai condamné. L'Élysée a condamné. Voilà, moi, je l'ai condamné. Parce que pour moi, j'estime que quand on n'est pas d'accord avec la manière de gouverner, il y a une seule voie qui s'offre à nous pour changer le régime, c'est la voie des élections. Je suis d'accord. Donc quand on vient attaquer un régime et que nous-mêmes on a été victimes, quand on a soi-même été victime d'une attaque injustifiée, ou même justifiée, parce que les autres aussi le justifiaient, et qu'on se dit aujourd'hui qu'on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce coup d'État, mais je tombe des nues. Je tombe des nues, on ne peut pas avoir fusillé ça pendant près d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, venir s'asseoir pour dire qu'il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi ces gens ont cherché à faire des coups d'État et pourquoi ils ont été acclamés. Mais de vous à moi, des gens qui ont des armes, pourquoi vous n'avez pas les acclamés? Qui peut rester dans son... Qui peut aller contre ceux qui les acclament? Il faut dire la vérité, il faut être réaliste. Je pense que ça a été maladroit de la part de Laurent Gbagbo. Je pense qu'il ne le pensait pas. Mais si vraiment il le pensait, il vient de nous montrer qu'il n'est pas vraiment un homme de principe. Moi, c'est ce que je peux dire. Il dit également que selon ses principes, il est contre le coup d'État, militaire et civil, mais il a son explication. Voilà. Moi, je suis parti du principe que dans son discours, il y avait de l'incohérence, pour aller un peu dans le sens d'Élysée, dans la mesure où lui-même déjà, il avait déjà salué un coup d'État ici en Côte d'Ivoire, une fois déjà. Lequel? Le coup d'État contre Henri Konan Bédié, qui est son allié aujourd'hui. Lors de son coup d'État, il a trouvé que ce coup d'État était un coup d'État salutaire.
aujourd'hui venir s'asseoir devant le peuple de... Quand d'autres le qualifiaient de coup d'État, de révolution des œillets. Monsieur Alain, est-ce qu'on peut terminer? Non, non, mais je précise non, juste. parce que quand vous parlez, Non, on vous laisse terminer. Comme vous citez, donc citez tout le monde Non, en même mais- temps. Alors, Citez tout le monde. Daouda, je vous laisse terminer. Merci beaucoup, Brice, pour cette... Terminez, Voilà. terminez. Donc, déjà, quand lui-même, il salue ce coup d'État, aujourd'hui, venir s'asseoir devant le peuple pour dire non, il faut comprendre pourquoi est-ce que... Moi, je pars du principe qu'un coup d'État, on ne doit pas le comprendre. Mais il a On dit, doit le condamner- président mais Laurent non, Gbagbo, mais il dit, je suis justement- contre les coups Mais d'État. tu ne peux pas comparer des choses en haut et après venir dire je suis contre des coups d'État. C'est pour cette raison que j'ai dit il y a de l'incohérence dans ce que M. Laurent Gbagbo dit. C'est ce que je pense sincèrement. Ok. Voilà. Dernier tour de table sur la question, s'il vous plaît. Bon, alors, sur les tripatouillages constitutionnels, qu'est-ce qu'on répond là-dessus? C'est pas normal. C'est pas Et normal, on doit le c'est pas condamner, on normal. le Très bien. fustige. Et nous, on l'a fustigé. D'accord. Oui. La modification en Côte d'Ivoire, vous l'avez condamnée? La modification de quoi? En octobre 2020, l'interprétation qui a été faite de la Constitution. Est-ce que Mais attends. Puisque d'autres ont cette estimé que constitution c'était qui une était en Côte violation. d'Ivoire, Parlez pas cette tous ensemble. constitution... Parlez pas tous ensemble. Ok. Puisque Allez-y. d'autres ont Je estimé, vous donne la parole tout à l'heure. beaucoup, notamment les opposants qui ont repéré l'opération foireuse du CNT, Du CNT, ont estimé que la candidature du président Ouattara était une violation des dispositions de la Constitution. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé à cette époque-là de cela? Est-ce que vous pensez que ça a été violé quand on dit qu'on a droit à 2 mandats et qu'on peut en faire un 3e en invoquant le fait qu'on est rentré dans une nouvelle république? Est-ce que cette interprétation n'est pas source aussi de tensions et qui peut s'apparenter, comme on dit, au braquage électoral fait par exemple par des militaires? D'accord, ok. Moi, je vais répondre tout de suite à la question d'Alain. Pas une question. Alain, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a des institutions qui sont censées gérer les questions de crise posées en Côte d'Ivoire? Je peux répondre? Oui. Est-ce que vous avez des institutions vous pensez qu'ils ont des institutions? Écoutez, on a pensé par exemple en décembre 2010 Oui. que nous avions une institution Oui. qui s'appelle le Conseil C'est constitutionnel, ça. qui est en mesure de régler des crises. C'est ça. Lorsque vous avez 2 candidats qui se disputent la victoire et que malheureusement la communauté internationale a estimé que cette institution, le Conseil constitutionnel, n'avait pas droit à la parole. Donc ça veut dire, je comprends où vous voulez, enfin, où est-ce que vous voulez en venir. C'est ça. Nous devons renforcer nos institutions. Ok. Mais nous devons travailler à ce que les acteurs politiques donnent du poids et de la substance à ces institutions. Parce que si moi je suis candidat à une élection locale et que la CEI ou le Conseil constitutionnel me donne perdant, croyez-moi, je vais abdiquer devant leurs décisions. Donc chacun ne doit pas être respectueux de la loi devant son miroir chez lui, mais il faut qu'officiellement on assume le fait que nous avons besoin d'institutions fortes. Très bien. Voilà. Vu qu'on est en train d'évoluer, justement, le point que vous touchez. Non, c'est très intéressant. C'est à l'ordre des propositions. Moi, ça m'intéresse parce que c'est le prochain point. On n'allait pas rester sur les propos du président Laurent Gbagbo parce qu'il y a d'autres points quand même concernant cette Oui, actualité. mais c'est quand même Élisée, le prochain. si vous me promettez que vous avez 30 secondes, montre et chrono à la main, C'est ça. 30 secondes, c'est parti, on vous écoute. Ok, d'accord. Alain a dit quelque chose que j'épouse totalement, entièrement avec lui. Il faut qu'on arrive à donner de la force à nos institutions. Mais la meilleure manière de donner la force à nos institutions, c'est quoi? C'est justement par le fait des coups d'État. C'est justement dès qu'il y a des prises d'armes, c'est-à-dire qu'il y a des violations constitutionnelles ou bien il y a des prises d'armes de façon... prise de pouvoir, pardon, par les armes, la voie qui n'est pas la voie indiquée, il faut taper du poing. C'est même pas chercher à trouver une justification. Il faut dire que ce n'est pas normal, on condamne, on ne veut pas. Ça, c'est déjà une manière de commencer à donner la force à nos institutions. Mais si on trouve déjà des prétextes, des justificatifs pour essayer de trouver des explications à cette manière de prendre le pouvoir, je crois qu'on est en train d'affaiblir encore plus nos institutions. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je vous ai dit 30 secondes. Donc c'est Merci. bon. On a atteint les 30 secondes. C'est bon. OK. Merci. Bon, on va marquer une pause parce que j'ai des impératifs également. Pour gérer l'émission, vous avez des publicitaire, impératifs. ben, Mais oh, on c'était chic, revient. hein. Il faut bien Ça, vivre, c'est les amis. intéressant, c'est intéressant. Quand on va finir de justifier ou Mais pas, la démocratie, il faut bien alors qu'on vive. Non, mais en fait, il n'y a pas d'équité dans ce que tu fais. On va revenir pour évoquer justement la question des alliances selon les propos de M. Pascal Affinguestan, de M. Henri Kounambédié, juste après ce qui suit. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et je vous promets, je vous l'ai dit, hein, même quand il y a des pages pub, là, le débat se poursuit en studio. On espère que je vous vois à la maison, mais en tout cas, sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à réagir. Et c'est la diversité des points de vue là qui renforce aussi la démocratie. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais prêt à mourir pour que tu aies le droit de le dire. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est le droit de Non, la en tout cas, liberté. bravo Alain, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il défend bien ses arguments. Mais toi, si tu défends bien des arguments de malhonnête.
Bon, allez, on va évoquer la question. Ça a été un tout petit peu le mot du week-end. Les alliances. Bon, si selon Bédier. le président Henri Konan Bédier, il faut tisser des alliances stratégiques, eh bien, chez le président Pascal Affi-N'Guessan, les alliances sont effectivement probables. Ce n'est pas des points de vue opposés, mais bon, je les pose là comme ça, pour qu'on puisse... puisqu'il y a une alliance probable. Non, mais en fait, déjà, il faut dire Évoquons que... l'alliance probable du RHDP et du FPI. Non, déjà, il faut situer le contexte. Oui. Le contexte, c'est que le président Pascal Affi-N'Guessan était en train de présenter les vœux à ses militants. Il a fait le point de l'année. Mais arrivé à un certain moment, il a dit que probablement, il y aura une alliance entre sa formation politique, le FPI, et le RHDP. Il a pris pour preuve déjà qu'on appelle ça, la sagesse et l'intelligence politique d'Alassane Ouattara dans la crise qu'on a eue avec le Mali. Mais notamment, il est aussi revenu sur le fait que malgré la crise exogène, pardon, que la Côte d'Ivoire vivait à l'instar de nombreux pays, il parlait de la crise russo-ukrainienne, le président a pu sortir son épingle du jeu en revalorisant les salaires et autres. Donc lui, quand il regarde les propositions de ce monsieur dans ce contexte-là, il s'est dit, voici quelqu'un avec qui je peux m'allier. Bon, de son côté, à Daokourou, le sphinx de cette ville-là, a présenté ses vœux à ses militants. Et il dit, je cite, Et il nous dit- serons stratégiques dans nos choix. Voilà. Et ceux-ci doivent être vus que dans le seul objectif de renforcer notre position et de conquérir de nouveaux territoires. Le PDCI n'est pas à vendre à l'encan. À l'encens. À l'ensemble. À l'encens. Parce qu'en fait, bon, l'encens... À Non, l'ensemble. non, à l'encan. C'est à l'encan? Non, Oui. à l'encan, c'est-à-dire aux enchères. Ben oui, Ah, d'accord. justement. Non, Donc, j'ai vous compris me faites ça. douter. Non, Donc vous êtes Djoula. Je suis mal du là, c'est le mot. Non, non, non. Je suis obligé de le dire parce qu'il faut arrêter de faire Ben, heureusement qu'on a un Français sur le Voilà, plateau. on a- Au moins, il nous a... Mais je lis bien à encore, j'entends immédiat à On l'ensemble. peut continuer? Très bien. Merci. Non, mais au-delà de tout, moi, il y a un truc C'est de qui vous m'a que vous voilà, parlez, il y a un le truc qui président m'a fait plaisir dans ce qu'il a dit. Il a dit que désormais, en fait, au PDCI, ils allaient faire le bilan de leurs alliances passées. Bon, quand on sait tout ce qu'ils ont fait, il y a eu une alliance avec le RDR d'alors, où après, ça s'est mal passé. Bon, ils vont faire Très le bien. bilan. Non, non, au-delà de votre analyse, on va aller point par point. Donc, on va déjà analyser donc, le point de vue, en tout cas la phrase du président Henri Konan Bédier. Nous serons stratégiques dans nos choix et ceux-ci ne doivent pas être vus dans le seul objectif de renforcer, doivent être vus que dans le seul objectif de renforcer notre position et de conquérir de nouveaux territoires. Le PDCI n'est pas à vendre. À l'encan. Voilà. Il ne saurait donc être sacrifié pour quelque motif que ce soit. Personnellement, j'ai l'impression que dans cette phrase, on a un peu de vitesse. En même temps, on dit on veut faire des alliances, mais ce n'est pas une alliance, je ne sais pas. Si elle ne nous arrange pas, on ne rentre pas dedans. Oui, c'est-à-dire que le président Bédier revient un peu à ce qui avait été à la source de sa séparation avec le RHDP. Ni absorption, ni fusion, mais le PDCI reste Donc, le PDCI. Une alliance Oui, avec tout des prix, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, pas à n'importe quel prix, mais surtout avec un objectif qui est la reconquête du pouvoir. Il ne faut pas oublier quand même que ces derniers mois ou ces 2 dernières années, beaucoup de partis politiques font leur course, comme on dit, au magasin PDCI. On va chercher tel élu local, on va chercher tel député, tel sénateur, etc. Et il y a quand même dans le propos du président Bédier l'expression d'une inquiétude parce que la maison se vide de quelques-uns de ses leaders les plus importants et à l'approche des élections locales, cela peut quand même causer quelques soucis. Donc c'est un rappel à l'ordre, mais aussi l'affirmation de sa volonté de continuer à vivre et à faire vivre le PDCI. Vous avez l'impression, parce que quand vous lisez les textes, vous avez l'impression que le président Affi et le président Henri Konan Bédier sont passés un coup de fil, parce que j'ai l'impression que celui qui a bien compris les propos du président Bédier, ce serait bien le président Affi-N'Guessan, qui lui déjà a commencé une alliance stratégique. En tout cas, il a évoqué une alliance stratégique. Oui, avec parce le que RHDP. l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas être seul dans son coin. On a le RHDP qui est un peu le grand ensemble qui appelle à lui d'autres partis plus ou moins moyens, et puis le PDCI et le PPACI. Mais l'un et l'autre devront s'arranger pour trouver une plateforme qui leur permette de marcher ensemble pour ne pas rester seuls. Parce que seul le PDCI ne pourrait pas réussir son pari de reconquérir le pouvoir. Et il en est de même pour le PPACI qui est en pleine reconstruction, en tout cas en plein lancement, mais qui doit aller encore sur les routes, chercher des adhérents, des électeurs, etc. Donc ce sont des défis, des enjeux importants pour les uns et les autres. Et Pascal Affi-N'Guessan, on en parlera sans doute dans la dernière partie de l'émission, a fait le chemin le plus court
en envisageant donc une alliance avec le parti au pouvoir. Mais je pense qu'il avait fait aussi, en 2020, après quand il devait aller à des élections, il est parti vers la formation du PDCI, du PPACI, dans ce que tu as appelé la formation foireuse, le CNT. Finalement, ils ne l'ont pas accepté. Donc aujourd'hui, finalement, est-ce que quelque part, Afik Guessa, regardant cette situation, cette déconvenue qu'il a eue avec eux les années passées, est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'aujourd'hui, il va vers le RHDP? Moi, en tout cas, stratégiquement, je comprends sa position. On en parlera tout à l'heure. Alors, Voilà. quand vous dites stratégiquement, finalement, le mot veut dire beaucoup de choses. Oui, mais parce qu'en Côte d'Ivoire, aucun parti ne peut gagner seul. Ce n'est même pas possible. Même si par principe, moi je suis contre les alliances, mais stratégiquement, aucun parti ne peut gagner seul. Élisée, Voilà. sur ce plateau également, vous évoquiez les questions d'idéologie, quand il s'agit de rapprochement. Vous devez être bien seul en Côte d'Ivoire à défendre cette idée-là. Non, non, la dernière fois ici, vous aviez été tous témoins. Je suis allé à la conclusion selon laquelle la question d'idéologie n'a vraiment plus son sens. Donc, quand on voit un peu toutes ces alliances qui se font et se défont au niveau des partis politiques, la question d'idéologie a carrément simplement disparu. Il n'y a pas plus aveu que celui qui refuse de voir. Mais je vais revenir rapidement sur la question que vous posiez tout à l'heure sur les stratégies. Sur les stratégies, surtout les propos du président Bédié. Je pense que cette sortie de Bédié-là est un prélude aux élections locales. Et en prélude aux élections locales, il dit une chose qui, pour moi, vraiment a retenu mon attention. Il dit « Nous serons stratégiques dans nos choix. Et ceux-ci ne doivent être vus que dans le seul objectif de renforcer notre position et de conquérir de nouveaux territoires. » C'est-à-dire là où le PDCI déjà estime avoir mis pied là, il garde les pieds là. S'il doit faire des alliances là, c'est pour aller conquérir d'autres territoires. Espérer qu'on va prendre ces candidats pour les mettre dans d'autres endroits pour conquérir d'autres territoires. Donc il prend déjà le décor. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller faire une alliance juste pour pouvoir permettre peut-être à l'autre partie de se positionner. Non, lui, ça doit se faire dans le seul objectif de renforcer la position du PDCI et de lui permettre de conquérir de nouveaux territoires. Permettez-moi d'imaginer. Oui. Donc ça veut dire que cette stratégie-là pourrait également impliquer une alliance avec le RHDP si ça permet de conquérir un territoire. Pourquoi pas? Je n'irai pas vite en besogne pour conclure cela, mais je veux juste qu'on s'arrête sur ça. Et moi, selon ce que je comprends dans les propos du président Bédié, c'est que le président Bédié ne fera aucune alliance si ce n'est dans le but, ça je le dis honnêtement, de conquérir de nouveaux territoires. Parce que là où il a déjà mis pied, là, pour lui, c'est déjà un acquis. Donc maintenant, pour conquérir d'autres territoires, il oui, pourrait donc ces alliances seront en fonction de cette situation. Moi, je veux dire même que, alors même dans ta théorie, c'est comme si, supposons que dans une base, par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, où ils n'ont pas un ancrage politique fort, s'ils voient que techniquement, il y a un candidat PDCI, un candidat RHDP qui est là-bas, et que si on se met ensemble, on peut avoir un nouveau terrain, pourquoi pas? Je pense que quand tu cites le président Henri Konan Bédié, tout est dit dedans. Ils sont prêts, mais pas à n'importe quelle condition. Si on gagne quelque chose, on y va. Voilà. Oui, en fait, le président Bédié, à partir de ce qu'on peut lire, fera alliance à condition que le PDCI est le leader. C'est ça, de exactement. Et on l'a vu lors des précédentes législatives à Yopougon, où dans son alliance avec le PPACI, il a dû écarter Pascal Afik Guessa, qui quelques semaines plus tôt était quand même un des alliés du PDCI. Il a choisi de cheminer plutôt avec EDS. Bon, en même temps, ce sont des calculs politiciens qui se justifient. Quand vous avez un parti présidentiel qui est prégnant, qui prend tout l'espace public et qui ne laisse quasiment plus de place à ses opposants, il vaut mieux surveiller les territoires sur lesquels on a quand même un peu la main. Et le PDCI, excusez-moi, le propos n'est pas ethniciste, mais c'est le V-Baoulé avec 2-3 communes à Abidjan, donc dans le district d'Abidjan, quelques localités un peu à l'est, etc. Donc il y a un défi, un enjeu important, parce que 2023 annonce 2025. Et là, nous sommes déjà en pré-campagne. Voilà, nous sommes déjà en pré-campagne et il n'a pas envie de perdre encore peut-être des mairies, de perdtre des députés, enfin des conseillers régionaux, etc., etc., et puis éventuellement des sénateurs, parce que le PDCI est présent au Sénat. Donc, il y a ces acquis-là qu'il faut renforcer et il est obligé, en tout cas, de faire un choix. Et c'est là où on peut s'interroger sur la réalité de l'alliance qu'on évoque depuis avec le PPACI. Est-ce que cela va se faire? Quelles sont les conditions de cette alliance? Quels sont les territoires qui seront concernés, etc., etc. Donc, c'est quand même un moment politique très important pour le pays. Et je pense que d'ici 2 à 3 semaines, on y verra un peu plus clair.
Une chose est sûre, il y a déjà de nombreuses années, sur la base d'une analyse faite par le président Laurent Gbagbo, eh bien, à propos des alliances, on avait noté ça. J'entends souvent, et j'ai entendu aujourd'hui encore dire qu'il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi, toujours, en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Toujours. Toujours. Le FPI et le RDR se sont réunis en alliance. Mais il n'y a pas d'alliance, comme ils ont appelé ça, contre nature. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance où il n'y a pas d'alliance. Bah, vous l'avez noté, hein, c'est une image d'archive de 2001. Voilà, Forum de la réconciliation, Forum de la réconciliation nationale. En tout cas, le président Laurent Gbagbo, hein, comme à son habitude, dans un moment d'analyse, présentait bien la situation des alliances selon lui. Comme un Messi. Mais en tout cas, il le disait, il n'y a pas d'alliance contre nature selon lui. Voilà. Bon, après, j'ai même envie de dire, les faits lui donnent raison aujourd'hui. Mais c'est ce que je voulais dire. J'écoute Gbagbo et puis le président Gbagbo et je me mets à rire parce que là, il a déjà planté le décor. Nous, on a été suffisamment naïfs, ne même pas comprendre le discours. Mais aujourd'hui, on est tout oui pour entendre tout ce qu'il a dit. Effectivement, quand on voit un peu toutes ces alliances depuis lors jusqu'à maintenant, ces alliances qui se sont construites, qui sont déconstruites après, on comprend tout de suite qu'effectivement, comme le président Gbagbo l'avait dit, bon, en politique, en tout cas sous nos cieux en Côte d'Ivoire ici, il n'y a vraiment pas d'alliance contre nature, quoi. Et je pense que les présidents Ouattara, Bédié tiendraient quasiment le même propos. Parce que quand on voit quand même l'alliance de deux contraires, RHDP et RDR, non pardon, PDCI et RDR déjà en mars 2005 à Paris pour créer l'alliance RHDP, il y a eu quand même beaucoup d'interrogations sur cette alliance de deux adversaires qui se sont combattus. Vraiment jusqu'à ce que l'un quitte le pouvoir, enfin en tout cas soit chassé. Et puis, avant, on a eu RDR et FPI, oui, etc. En 1995. Donc, ça fait partie de la vie politique. Voilà, on jauge, on juge, on regarde, on observe, et puis on apprécie. Et moi, il y a une question que moi, je voudrais poser à tout le monde sur cette table. Est-ce que c'est le moment de faire des alliances? Parce que généralement, moi, je pars du principe que les alliances des partis politiques, c'est généralement après les élections, quand on fait premier. Après, il y a un second tour, on décide. Mais là, on est juste... C'est une élection... Ben non, pourquoi vous pensez que c'est après les élections? S'il vous plaît. L'un des objectifs, vous voulez qu'on réponde à la question, on répond à l'un des objectifs. Le problème, c'est que pourquoi maintenant? Parce que moi, je pars... Mais non, on va t'expliquer. Si je ne termine pas de poser la question, vous pouvez m'expliquer. Je n'ai pas fini de terminer. Bon, expliquez-moi. Pourquoi maintenant? On va juste vous expliquer. Parce que... On va expliquer. Il ne faut pas confondre une alliance avec un accord électoral. Oui, ça c'est vrai. C'est ce que vous évoquez là. Justement. Effectivement, au second tour, se fondant sur l'alliance. Les résultats? Non, sur l'alliance qu'on a décidé de mettre en place, on parvient à des accords en disant dans telle ou telle circonscription, voilà ce qui va se passer. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire... Non, mais parce que excuse-moi, Alain, je vais terminer mon propos rapidement. Okay. Parce que, tu sais, par principe, moi, j'ai été toujours contre les alliances. Parce que l'histoire nous a démontré dans ce pays-là que les gens font des alliances, quand ils s'accordent, après les élections, ils ne s'entendent plus. C'est ça qui s'appelle une alliance stratégique. Justement, ce qu'ils appellent alliance stratégique, finalement, c'est le peuple ivoirien qui en souffre. À un moment donné, il faut que chaque parti se pèse. Mais le peuple en souffre comment? Excusez-moi. Non, quand je dis le peuple en souffre, parce que les gens suivent ces leaders-là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait quoi de les suivre? Non, mais à un moment, non, non, les jeunes ne vont pas passer leur temps à Daouda, suivre. si vous posez une question, vous faites l'analyse, la réponse, c'est la question, après on Bon, s'en sort pas. quand même, Mais on a bien compris. c'est rhétorique. Non, c'est juste dire à Daouda qu'on peut peut-être le comprendre, mais qu'il comprenne que justement, on est dans la période des alliances. Il suffit juste de prendre, par exemple, les législatives de 2021 pour comprendre qu'on est dans la période des alliances. Quand on doit faire une élection, généralement locale, qui fait appel au suffrage des populations dans les localités, c'est-à-dire que ce soit les députations, que ce soit les mairies, on est sur une logique de siège, on est sur une logique de territoire. Et quand c'est comme ça, généralement, on fait des alliances pour pouvoir avoir la majorité des sièges, soit au niveau du Parlement,
soit au niveau des mairies. Mais après, ça nous donne quoi? Maintenant, sur le plan présidentiel, la plupart du temps, on va, comme il a dit, sur la base des accords. C'est-à-dire qu'on après, va se ces mettre alliances nous d'accord, donnent quoi? on va atteindre quand on va, moi, si on est élu, éventuellement, j'occupe le poste, si c'est toi qui as gagné, je suis Premier ministre. C'est ce qu'a dit Afi. Voilà, donc ça, c'est les accords. Mais les alliances, c'est le moment. Parce qu'on va à des élections locales. Chacun sa vie, chacun le droit de ses termes, de sa terminologie, que ça s'appelle des accords, des alliances, des rapprochements, des alliances stratégiques, des alliances tout court, des alliances contre nature. Rassurez-vous, mon cher Daouda, que si je vous trouve en train de manger à locaux, je me rapprocherai de vous. Appelez ça une alliance nutritionnelle. Alimentaire même. Mais voilà. Un rapprochement, une alliance alimentaire. C'est le cas de le Toi, dire. je sens que tu aimes le restaurant. Tu aimes aller dans les restaurants. Daouda, on va au JT. On Et va après, c'est parler le tout à l'heure. FPI, non? Oui, on va évoquer la question du FPI quand on revient, avec peut-être aussi la présence de notre invité. Juste après le JT, nous serons très heureux de recevoir Monsieur le préfet Vincent Toby, qui sera avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bouloubeu, de Sa Majesté Daouda et de Alain Toussaint. Nous a rejoint notre invité que vous découvrirez tout à l'heure. Mais juste avant, on avait évoqué 3 points. Le point donc du président Henri Konan Bédié, le point du président Laurent Gbagbo, et puis du président Affi N'Guessan, lui qui avait évoqué donc une très probable alliance avec le RHDP, ce qui lui a valu, de la part de certains internautes, une levée de bouclier. Qu'est-ce qui justifie ça, Alain, tout ça? Bon, je pense que c'est la mauvaise compréhension de la chose politique par le public, parce que certains y voient une forme de reniement. Moi, j'y vois plutôt de la cohérence, parce que un homme, une organisation évolue en 3 décennies. Le FPI a été créé en 1988. Nous sommes en 2023, c'est-à-dire que 35 années se sont écoulées. À sa création, le FPI se réclamait comme un parti de gauche, parti socialiste, composé même parfois de trotskistes, de communistes, etc. Entre-temps, il y a eu la chute du mur de Berlin, précédée par l'ouverture démocratique. Quand, en 1992, le président Ouattara était Premier ministre, il avait réussi l'exploit de mettre dans la rue les syndicats, les opposants contre les trains de privatisation, etc., parce que la gauche voulait plus pour la population, etc. Mais les années sont passées. Donc, la pensée se reformate aux réalités actuelles. On a parlé de la mondialisation. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui, dit-on, est libéral, mais qui a quand même mis en place ce qu'on appelle les filets sociaux. Okay. Un peu plus de 200 000 familles en bénéficient. Et cela a certainement suscité chez Pascal Affi N'Guessan, qui était un ancien socialiste, cette volonté de s'arrimer à un pouvoir qui, pour lui, a une vision... des valeurs socialistes. Des valeurs socialistes, etc. Donc, je pense que... je veux dire, au-delà de ça, il n'y a pas la situation également de s'arrimer à un parti qui est plus puissant, qui vous permet d'aller plus vite. On l'a déjà dit dans la première partie de l'émission, mais ce n'est pas, je veux dire, la fin des idéologies ne signifie pas la fin des visions. Et certainement que le président du FPI partage une vision, celle de la Côte d'Ivoire, solidaire, unie, pacifique, etc., avec le président Ouattara. Bon, je suis parti du principe que quand j'ai vu la levée des boucliers contre Affi N'Guessan, ça m'a fait sourire parce que je sais qu'après, Alain va me dire « Ah, mon jeune frère, tu exagères ». Mais on a vu la vidéo de M. Laurent Gbagbo. Quand c'est le Messie des Mamas qui parle d'alliance, mais on parle de stratège politique. Il suffit que ça ne soit pas M. Laurent Gbagbo, que ce soit un autre gars de la gauche ou un autre gars, un ex-gars du FPI, automatiquement, il a été vendu, il a été attiré par le confort digestif. Tous les épithètes vont sortir. À un moment donné, il faut sortir de cela. Je me rappelle qu'à une conférence de l'un des leaders politiques en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en exil, il a dit quelque chose. Les alliances que nous menons, en fait, sont des alliances circonstanciées et circonstancielles. C'est en fonction de l'intérêt que nous avons en commun qu'on décide de se mettre ensemble. Aujourd'hui, M. Affi N'Guessan n'a sûrement pas d'intérêt particulier avec le PPACI ou le PDCI, parce que déjà même en 2020, il avait décidé de se mettre en alliance avec eux, mais il a été rejeté. Finalement, si ce sont les portes du RHDP qui s'ouvrent à lui, mais pourquoi ne pas prendre cette main du RHDP et gagner d'autres terrains et un autre combat? Je pense que il est logique, il est cohérent et il n'a pas changé de position. Vous évoquez là une autre caractéristique des alliances, c'est qu'elles ont besoin d'être d'une part et d'une autre. Hein, parce que vous ne pouvez pas vouloir, moi je veux une alliance avec vous, vous ne voulez pas une alliance avec moi, ça ne marche pas. D'accord, moi je crois qu'il ne faut pas faire
faut pas faire la langue de bois. Hein. La levée du bouclier, les réactions des uns et des autres sont justifiées en réalité. Parce que quand on se rappelle, on voit un peu, je dirais, les propos qu'a tenus Pascal Affi-N'Guessan, l'aile dure. Quand on se rappelle encore ce CNT-là, ce Conseil national de transition, tout ce qui a prévalu après, donc les gens sont en droit de se dire, ben attends, au final, vous nous avez entraîné dans une voie. Vous vous retrouvez aujourd'hui en train de vous mettre... Je peux finir, s'il te plaît. Je peux finir, s'il te plaît, Daouda. Voilà, la discipline est de mise, s'il te plaît. Ouais, voilà, ok. Donc, ils sont en droit de plus ou moins se plaindre ou de chercher à comprendre ou bien de fustiger. C'est totalement leur droit. Mais en même temps, on leur dit que la vie politique n'est pas statique. La vie politique, c'est quelque chose de très dynamique. Aujourd'hui, on peut se retrouver adversaire et puis demain se retrouver je dirais, partenaires en alliance. Et ça, on l'a vu depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Permettez-moi de citer la vidéo du président Laurent Gbagbo qu'on a regardé tout à l'heure. Voilà, qui a dit qui disait, non pas que les alliances... Il n'y a pas d'alliance contre nature. Non, mais c'est même pas ça, je vais plus loin. Il a dit dans ses propos également que lorsque vous n'êtes pas en alliance avec quelqu'un, parce que vous pouvez être en alliance avec lui un jour, vous ne l'attaquez pas de sorte... Parce que quand on a vu des gens qui ont comparé d'autres à Hitler... Ben voilà, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, tu vois, c'est un peu justifié ce que les uns et les autres disent. Mais comme je le dis, il faut qu'on inculque aussi un peu cela à tous les Ivoiriens. Le fait que la politique, c'est quelque chose d'assez dynamique, ce n'est pas statique. Et on ne restera pas éternellement sur les événements du passé. On s'en sert pour pouvoir améliorer le futur, mais on ne reste pas éternellement dans le passé. Ça, c'est important. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk, et c'est avec beaucoup de plaisir. Moi, à chaque fois que c'est une occasion de l'avoir sur notre plateau, eh bien, elle est considérée comme une véritable aubaine. C'est même une nouvelle. Monsieur Vincent Taubirier. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Bonsoir, monsieur Vincent Taubirier, comment allez-vous? Ça va, merci. On est content de vous recevoir sur ce plateau à nouveau. C'est la première fois sur le Grand Talk. Sur le Grand Talk? Sur le Grand Talk. Oui, d'accord, sur ce format, c'est la première fois, oui. Vous avez raté la table qu'on avait précédemment, ça vous a permis de bien comprendre. Vous faites partie d'un tout premier invité qu'on a reçu sur notre plateau. On vous dira jamais assez merci pour votre disponibilité. Avant de parler de ce qui vous emmène sur notre plateau, c'est ce magnifique ouvrage, eh bien, vous êtes un acteur de la scène, un observateur, j'ai même envie de dire, aguerri de la scène politique en Côte d'Ivoire. On évoque la question des alliances depuis quelques minutes. Vous, quel est votre point de vue sur cette question? C'est quoi une alliance selon vous? Merci beaucoup, merci Maurice, merci. Ça fait plaisir de retrouver le plateau avec les chroniqueurs toujours pugnaces et dans la contradiction, la polémique souvent aussi. J'ai entendu quelques définitions, quelques points de vue avant, dans la première partie de l'émission. Dans les regroupements de partis politiques, il y a deux notions. Il y a coalition et alliance. Et il faut que les Ivoiriens le retiennent. Si vous voulez bien définir un phénomène, il faut le connaître, il faut le comprendre. Le RHDP, dans sa formule jusqu'en 2020 pratiquement, était une coalition, pas une alliance. On n'emploie pas le terme de coalition, on parlait de RHDP parce que le RHDP était un regroupement de partis politiques, notamment tous les partis que vous connaissez. Et voilà, donc le RHDP dans sa formule a été une coalition. Tous les groupes politiques qui se mettent en place pour être ensemble dans un gouvernement, dans une assemblée nationale, dans les institutions de la République, ça s'appelle coalition. Et donc, la coalition ne s'applique qu'aux groupes qui gèrent le pouvoir. Donc, sur la définition technique, une coalition est un regroupement stratégique de partis, de mouvements et de forces sociales ou politiques en vue de la gestion du pouvoir. Donc, une coalition est en principe postérieure à une élection. On a fini de gagner et maintenant on gère le pouvoir. Donc c'est ça qui s'appelle une coalition. Non, le RHDP était une coalition jusqu'à ce que le RHDP devienne parti politique. Là maintenant c'est une unité. C'est une unité. Avec tout ce que nous observons comme actualité, le RHDP parti politique, on ne sait pas quelle va être la formule de ceux qui joignent actuellement le RHDP, mais si c'est une formule de partis autonomes qui sont à côté du RHDP, ça devient une alliance. Donc une alliance, c'est un regroupement politique et technique de partis politiques en vue de la conquête du pouvoir. Donc, une alliance est faite pour un seul objectif électoral. Comment se constitue une alliance? 3 critères objectifs, selon les études, en étudiant les différentes démocraties africaines et même les démocraties dans le monde. C'est 3 critères objectifs pour faire une alliance. Le premier critère, c'est l'idéologie.
l'idéologie libérale, la social-démocratie, le socialisme. Donc c'est l'idéologie qui fait que je reconnais que ce parti partage la même idéologie que mon parti, on se met ensemble. C'est un critère objectif de la formation d'une alliance. Sans idéologie, vous allez marcher comme ça, à volo, sans savoir exactement ce que vous allez, et les fusils vont apparaître dans la suite. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'histoire. On a une histoire, on a un cheminement. Il y a des choses qui font que nous avons des appariements et des parentés naturelles qui nous rapprochent. Troisième élément, c'est le programme de gouvernement. Vous ne pouvez pas faire une alliance ou bien une alliance avec un parti politique quand vous n'avez pas de programme identique. Après, il y a des fissures parce que vous ne voyez pas l'éducation, la santé, l'énergie, l'environnement de la même façon. Donc voici les trois éléments objectifs de formation d'une alliance. Mais dans le cas des démocraties africaines, il y a deux éléments totalement subjectifs, mais importants. C'est le clan, c'est la religion, c'est la région, c'est la religion, c'est les affinités sociales entre les individus, les leaders des partis politiques. Et tout ça se trouve dans les études qui ont été faites sur alliances et coalitions. Donc voici un peu ce qui se passe. Mais les alliances ont une durée de vie. Aujourd'hui, l'une des plus grandes longues alliances d'Afrique, ça a été pratiquement le RHGP de 2005 jusqu'à pratiquement 2018, au moment où il y a commencé à avoir des délitements, des effritements. Mais une alliance a une durée de vie souvent de quelques mois ou de quelques semaines. Voilà, d'une élection. L'ANC fait une alliance avec l'AFP, une Kata Freedom Party de Boutelesi, pour gagner des localités dans le KwaZulu-Natal, par exemple. Donc, c'est stratégique. Mais les alliances, souvent, ont une durée de vie très courte. C'est normal. Donc, quand je vois les gens souvent dire pourquoi on a fait telle alliance, c'est un peu normal. Et on a entendu certains leaders le dire. C'est spontané, c'est ponctuel, c'est pour conquérir le pouvoir. Et tous les éléments, qu'ils soient des critères objectifs ou des critères politiques que j'ai cités, ou bien des critères subjectifs, rentrent en ligne de compte pour qu'on fasse et on défasse le parti. Mais c'est bien parce que ça fait partie du jeu des partis politiques. Parce qu'un parti qui arrive seul, c'est dangereux. Il peut asseoir une certaine hégémonie, souvent dangereuse pour un parti. Mais quand on commence à regrouper l'ensemble, ça crée des blocs. Mais justement, tout à l'heure, Daouda parlait un tout petit peu de ces populations-là qui peuvent être un peu déroutées, justement, du fait de ces alliances-là qui obéissent, dont la naissance obéit à des règles bien précises et souvent qui sont contournées dans le seul but de l'intérêt stratégique, qu'on l'a appelé. Donc après, comment se retrouve un tout petit peu la population, les électeurs dans ce genre de jeu-là? Il faut savoir qu'on a une éducation à faire de nos populations. Ne soyons pas déroutés pour les alliances qui sont faites. C'est même très bien qu'un seul parti politique ne domine pas la vie politique. Il est important que ce parti s'allie à d'autres partis qui ont d'autres ambitions, d'autres idées, d'autres programmes qui leur ressemblent un peu et qui se mettent ensemble. C'est naturel dans la vie d'un parti politique. C'est parce que nous sommes des démocraties relativement naissantes, parce qu'on a quel âge? 60 ans, 60, voilà, je dis de vie politique réelle, c'est combien? C'est depuis 1990 qu'on a commencé une vie. Et puis depuis 2000, il y a eu vraiment l'explosion. Mais c'est normal, c'est des choses qui arrivent dans tous les pays. Justement, Alain, pour expliquer un tout petit peu ma pensée, pour la caricaturer, vous avez des gens aujourd'hui qui étaient par exemple au FPI, qui s'en sont pris verbalement ou en tout cas dans le cadre du jeu politique, qui s'en sont pris par exemple à des militants du PDCI. Et demain, au cours d'une alliance, leur leader décide donc de faire alliance. Comment ces personnes-là regardent un tout petit peu les militants du parti qui étaient en face d'eux il y a quelques années? Vous posez une très bonne question. Voilà pourquoi on parle de moralisation. Quand on parle de moralisation de la vie politique, les gens pensent seulement aux questions de corruption. Non, il s'agit même de la moralité, de la façon de gérer, de l'éthique même. Donc voilà pourquoi on n'insiste pas au hasard. On reste sur les thèmes. Pourquoi, par exemple, pendant les élections qui sont passées, pourquoi Hollande et puis Cazeneuve n'ont pas voulu soutenir la candidature, les positions de Mélenchon? Parce que Mélenchon avait pris des positions contre Hollande et Cazeneuve à un moment donné. Ils ont dit non, on ne se rappelle ce que c'est pour ça qu'il faut faire preuve de retenue. On voit comment on se déverse sur les réseaux, dans l'espace public, injurié à tout bout de champ. Et donc, ça complique un peu les rapprochements des partis, mais également, ça force les réactions des populations qui n'arrivent pas à comprendre. Elles sont déroutées quand elles voient ça. Beaucoup de réserves, beaucoup de pondérations. Battons-nous sur les idées, mais pas sur les individus, sur les origines et sur des détails qui empêchent de créer une vie politique sereine. Rapidement, les alliances, d'accord, mais quid de la démocratie finalement? Parce que quand on voit ces grands blocs-là s'allier, entre ces blocs, il reste finalement des petits partis qui auraient pu concourir à la démocratie. Et finalement, on a l'impression que le parent pauvre de tout cela, de tout ce mouvement, c'est vraiment la démocratie, le gain qu'on... Mais combien de partis y a-t-il aux États-Unis? La grande démocratie que nous observons, que tout le monde... On a deux grands blocs principaux, oui. Oui, mais parce que c'est aussi la tradition qui crée cette fidélité des blocs. Bien sûr. Et c'est pas mauvais. Pour nous, c'est parce qu'il y a des affrontements de blocs. Mais ce n'est pas mauvais si les principes d'alternance du pouvoir,
sont huilés et que des blocs existent et qu'on a une tradition démocratique. Parce que n'oubliez pas que le Parti républicain et le Parti démocrate, ils forment leurs militants, ils les Bien sûr. outillent, ils les sensibilisent à une vie. Vous voyez comment les gens du Parti républicain ont condamné l'acte de Trump C'est ça. pendant les élections. Ouais. Parce qu'ils ont des principes républicains C'est ça. qui ne sont pas violables, peu importe le leader. Donc, les petits partis peuvent aussi conquérir des voix. C'est pour cette raison que certains principes de la démocratie, notamment la question de liberté, la question de formation, la question d'accompagnement des partis politiques, sont toujours privilégiés quand on parle de vie politique stable et sereine. C'est vrai qu'on aurait voulu poursuivre ce débat-là. Bien Mais sûr. on aura certainement d'autres occasions en C'est fonction de ça. votre agenda. Ce qui nous vaut l'honneur de votre présence sur notre plateau ce soir, c'est cet ouvrage-là, itinéraire, qui évoque donc des brèves biographies de personnes illustres de Côte d'Ivoire. Pour l'avoir parcouru, vous avez dit, il y a des personnes qu'on voit aujourd'hui briller, mais dont on ne connaît pas toujours l'histoire. Ouais. Il est important de savoir que ces personnes-là partent de souvent des expériences qui vont jusqu'à être cauchemardesques pour être aujourd'hui ces étoiles qu'on connaît. Et vous avez décidé de les mettre en valeur. Ces histoires-là, M. Vincent Toby. Parlez-nous un petit peu. Oui, c'est vrai. On parle d'excellence et de médiocrité, et le thème apparaît tout le temps en Côte d'Ivoire dans tous les débats. Et je l'ai dit dans la présentation du livre, comment on peut demander à des jeunes d'être excellents s'ils n'ont pas de repères d'excellence? Or, ces repères existent partout, dans la sphère politique, dans la sphère du business, dans la sphère de l'agriculture, dans toutes les sphères. Mais il faut les mettre en valeur. Je trouve que ce n'est pas suffisant ce que nous faisons pour glorifier. Dès que quelqu'un monte en Côte d'Ivoire, la tendance est de détruire rapidement parce qu'on a peur de voir des modèles ou des personnes briller. Et ça, c'est dangereux. Donc, les enfants n'ayant pas de repères, leurs repères deviennent Facebook, ça devient des gens étrangers, ça devient des gens qui n'ont pas contact direct avec leur vie de tous les jours. Donc, et ces personnes sont partout. Là, nous avons 23 personnalités. Ouais. Mais tout le monde, je suis convaincu que si on sait la vie de chacun d'entre vous, pas la vie rose que vous avez aujourd'hui, d'être sur le plateau des chroniqueurs et des grands. Il faut dire que ce soit vraiment rose. Bon, enfin, je suppose que c'est mais qui sait, par exemple, que vous êtes allé à l'école, dans la brousse, que vous avez marqué 10 km comme beaucoup d'enfants? Qui sait que vous avez échoué 5 fois au CM2? Mais il faut le savoir pour que les enfants sachent que Parfois, on n'avait pas de quoi manger. c'est important. Donc, on voit aujourd'hui le produit fini. On voit le président Ouattara, on voit Laurent Gbagbo, on voit le président Henri Konaté, le président Laurent Gbagbo, ou bien on voit le Premier ministre Afin Guessan, le Premier ministre Achille Patrick, ou bien le Premier ministre Le passage de Afin Denis Guessan. CP1. Donc, on se dit, mais c'est pas possible, ils ont une vie, ça va. Mais est-ce que vous savez d'où ils viennent, toutes les souffrances qu'ils ont endurées? Et le livre a pour but de dire aux jeunes, il y a un parcours. Les gens disent souvent, non, est-ce qu'on doit souffrir pour réussir? La souffrance ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde est privé, mais ça veut dire qu'il faut avoir de la détermination, il faut savoir où vous allez. Il faut tomber et se relever et marcher. Et comment vous avez fait le choix alors de ces personnalités? Très bonne question. Dans le premier livre que j'ai écrit, Les Trans, par exemple, Brice Anou qui est là, c'est quelqu'un qui m'avait marqué parce que j'étais venu sur un plateau. Moi, je ne le connaissais pas. Et puis, j'ai commencé à me documenter, me renseigner. Je trouvais qu'il avait une façon quand même, pour quelqu'un qui arrivait sur une nouvelle télévision, ses premières émissions. Donc, j'ai écrit sur Brice. C'est un exemple. Ensuite, il y a des gens qui sont dans l'espace public. Je fais des statistiques sur Google, sur Facebook, leur apparition, quelle est la réceptivité de leur message. Et donc, j'ai fait 23, c'est le premier tome. Il y aura beaucoup de tomes parce qu'il y a beaucoup de compétences en Côte d'Ivoire. Donc, les 23, c'est les personnes qui ont été contactées et qui, elles, tout de suite, ont fourni tous les éléments. Et mes recherches ont permis également de compléter et le faire. Donc, mais il y en a que je ne connais pas. La moitié des 23, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je n'avais jamais rencontré Gilles Touré. Je n'avais jamais rencontré Maman Denis, ni l'imam Berthet. Il y a beaucoup de personnes comme ça que je n'ai jamais rencontrées et que j'ai vu seulement. La dame, la reine du manioc, professeur Lasme, que je ne connais pas du tout, mais juste en lisant, en me documentant, en me renseignant dans le milieu, je dis voici des personnes qu'il faut porter à la connaissance de tout le monde. C'est ça. Mais aujourd'hui, moi, quand je regarde ces 23 personnes que vous avez mis en lumière, je me dis, aujourd'hui, selon vous, quel doit être le modèle de la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand on voit tout ce qu'on vit? Oui, c'est ça le problème, parce qu'on veut un élément qui est un modèle. C'est pour cette raison qu'on a pris 23 personnes. En sport, vous voyez la vie de différents domaines. En sport, vous voyez Mas Gradel, mais Mas Gradel avec sa maman dans le froid, là-bas à Paris, où il a failli être expulsé, où il a fait vol de téléphone portable, où il a été arrêté, et de là, sa vie a changé, il décide de s'entraîner, il souffre, sa maman fait une paralysie, et puis il laisse tomber le foot, et il revient. Marie-Josée Talou, qui part en Chine, qui souffre là-bas, on ne le sait pas, qui n'a rien, et qui se relève. Ensuite, la reine du manioc, que vous voyez, la dame, là, elle est à Toumoudi, qu'on appelle la reine du manioc, c'est une dame qui est niveau CM2, mais qu'aujourd'hui, qui est incontournable parmi les pépiniéristes et la culture du manioc. Vous avez par exemple, même prenez Edith Brou, qui est votre consoeur, vous avez des aspects de la vie de Edith Brou, par exemple, comment elle a commencé, son intérêt, sa passion pour l'informatique. Vous avez Jessica Naoul, qui est avocate, qui a vendu
des sandwichs à Yopougon pour pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est une grande avocate. Vous avez Gilles Touré, par exemple, qui a fait un cheminement assez compliqué. Vous avez Akou Augustin, qui était gérant de bar. Donc, si vous voulez un modèle unique, pour vous, ça va être difficile. Vous aspirez à l'audiovisuel, à la communication, vous allez les Fabrice Avognon, les Conny Touré, les Cheikh Ivan, sont vos modèles. Vous voulez la culture, il y a la dame comme la reine du Maroc. Vous voulez la foi, vous avez l'abbé Abékan et l'imam Berthet, qui sont des modèles de cheminement qui ont chuté, qui se relèvent et qui brillent. Vous voulez le business, vous avez Fabrice Avognon, vous avez Zézé Stanislas. Vous voulez le commerce, les femmes illettrées, mais qui s'imposent dans le commerce, vous avez Maman Denis. Vous voulez maintenant une sorte d'influence, des gens qui participent à la philanthropie, vous avez Hassan Hayek. Et vous avez bien sûr Madame Florence Koné-Atta, qui elle est dans l'événementiel. Donc je dirais à l'infini avec Youssouf Karus, mais où est Alpha Blondy? Vous savez ce qu'ils ont fait. Donc, mais leur cheminement, Alpha Blondy compte sa vie. Vous vous dites, mais attends, est-ce qu'Alpha n'est pas en train de se faire? Mais c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'on documente. On cherche tous les noms et toutes les histoires sont vérifiés parce que les personnes qui étaient présentes à cette histoire sont contactées pour vérifier pour qu'il n'y ait aucune contrefaçon dans l'histoire. Moi, mon intérêt, c'est que c'est tellement, c'est tellement important ce que vous aviez fait comme travail que je pense qu'il mérite d'être vulgarisé. Il mérite vraiment d'être connu. Quand vous regardez, au-delà de juste faire un livre, bon, pas juste parce que c'est aussi important, comment est-ce qu'on peut arriver véritablement à changer le paradigme et mettre ces modèles-là au devant de la scène de la société pour que ça inspire véritablement la jeune génération? Alors, on a une question qui vient compléter la vôtre. Maintenant, il a parlé justement de ça, mais ce que je veux savoir aujourd'hui, vous êtes à 7 livres en moins d'un an. D'où vient toute cette inspiration tout d'un coup, en un an, 7 livres? Comment tout d'un coup? Vous savez ce que je faisais avant quand Non, je ne sais pas justement, voilà, mais je lui dis, ça vient tac, tac, tac. Tout Voilà. d'un coup, comment? J'ai arbitré, je n'aurais pas dit. Erreur d'arbitrage. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez des sujets importants, des sujets politiques. Vous avez le sujet AFI, vous avez eu le sujet, le président Dorang Gbagbo, vous avez eu d'autres sujets, Mabri et Touakeus, et vous avez décidé de mettre quand même un petit temps pour les livres. Donc c'est déjà un premier pas. Okay. Mais c'est de vous encourager aussi à valoriser nos modèles qui sont là. Vous pénétrez la vie de personnes en Côte d'Ivoire et vous découvrez qu'on cherche trop de choses ailleurs. Vous avez lu sur tous les grands auteurs, même des fonctionnaires japonais du XVIe siècle. Vous ne connaissez même pas les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est ça. Qui ont fait des merveilles, qui ont amélioré l'administration. Donc, c'est un travail commun. Ça, c'est juste une partie, exactement venue, mais il y a beaucoup de personnes qui sont, il y a des valeurs. Il faut permettre l'éclosion et que ces valeurs soient connues. Le promouvoir. Voilà. Maintenant, 7 livres en un an, je pense que ça fait partie de ce que Élisée vient de dire là. Il faut partager. Pourquoi on est tellement agrippé sur certains privilèges sans penser à léguer quelque chose après? C'est ça. Parce que c'est toute une vie, il y a tellement d'expériences à partager, tellement de choses à faire. Donc 7 livres en un an, ce n'est pas beaucoup par rapport à la masse d'informations et de leçons à partager. Voilà. On peut se procurer. On peut avoir, on va s'attendre, hein. Déjà il faut parcourir celui-là, il y a une très très belle présentation. En plus des textes, il y a des photos d'illustration, des photos du passé et du présent, des photos Gaou comme on dit. Donc il faut voir, en tout cas, où on se procure l'ouvrage. Oui, dans toutes les librairies et puis sur bien.net, dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne en 30 secondes de cet ouvrage? Il y a des valeurs en Côte d'Ivoire, il faut les célébrer, il faut les magnifier. Parce que cette Côte d'Ivoire a une puissance en elle qu'il faut porter devant pour que nous soyons tous vers la lumière du développement et non pas vers les querelles inutiles qui tuent et qui divisent notre pays. Président Taubiri, merci d'être passé sur notre merci plateau. Beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. C'est la maison. On était très heureux d'être en votre compagnie demain. Notre rendez-vous du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et sur nos valeurs. À demain.